Bonsoir à tous. On va parler de PostgreSQL et donc le titre de la présentation c'est PostgreSQL is SQL. Donc vous l'avez sûrement déjà deviné, c'est un peu une réaction à la mode du NoSQL. Pourquoi faire du NoSQL quand on peut avoir du SQL finalement? Je suis contributeur à Postgres depuis quelques années maintenant. J'ai commencé à l'utiliser au siècle dernier. J'ai commencé à regarder un petit peu comment c'est fait dans le milieu des années 2000, on va dire, un truc comme ça. Et puis, petit à petit, à force de discuter sur les mailing lists, d'envoyer des patchs, donc il y a plusieurs niveaux de reconnaissance dans PostgreSQL, c'est assez bien fait. Contrairement à beaucoup de projets open source, chez PostgreSQL, la notion de committer est un peu particulière. Aujourd'hui, on a entre, on va dire, une quinzaine de committers sur le projet en tout. Donc, c'est un nombre assez réservé. Si vous avez lu la cathédrale et le bazar, on est un peu plus en mode cathédrale avec PostgreSQL. Donc la responsabilité du committer, c'est vraiment la maintenance du code à long terme. Donc celui qui commit un patch dans Postgres prend la responsabilité du code et le maintient sur le long terme pour tout ce qui est éventuels bugs et problèmes de sécurité. À propos des bugs, une petite histoire rigolote. On m'a dit que j'avais un peu plus de temps que d'habitude, alors j'en profite. On n'a pas de bug tracker dans PostgreSQL. Et donc il y a des gens qui sont un peu choqués par ça. Ils disent mais pourquoi vous n'avez pas de bug tracker? Et il y a un gars de la communauté, Simon, qui a répondu de manière tout à fait juste. Les bug trackers, c'est quand on corrige pas les bugs. Si on les corrige, on n'a pas besoin de les traquer. Voilà. Donc nous, dans Postgres, je crois qu'on a 98% des bugs dans les stats. Il y a des gens qui font des stats qui sont corrigés dans la journée, entre le moment où ils sont déclarés et le moment où ils sont corrigés dans les sources de PG. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Les 15 committeurs en question, c'est une vraie responsabilité, quoi. Ouais, donc les trucs que j'ai fait dans PG, c'est Create Extension, il y a longtemps maintenant, Create Event Trigger. Donc Create Event Trigger, c'était une des bases nécessaires pour les modes de réplication bidirectionnels et puis d'autres choses comme ça. Et puis j'ai contribué à apt.postgresql.org. Donc si vous utilisez PostgreSQL en production avec Debian, regardez ce truc-là, ça vous permet de choisir n'importe quelle version de PG avec n'importe quelle version de Debian. Vous avez la matrice de compatibilité complète. Debian par défaut ne va inclure qu'une seule version de PostgreSQL, parce que dans Debian, stable, ça veut dire que les numéros de version des logiciels ne changent pas. Ça ne veut pas dire que le logiciel n'a pas de bug. Donc pour rappel. Donc si vous avez du Debian en prod, regardez ce truc-là, là, c'est fait pour vous. Et puis donc l'outil que je maintiens en ce moment le plus là, c'est pgloader. Donc si jamais vous avez la malchance de pas encore utiliser PostgreSQL en prod, et si jamais à la fin de la présentation vous voulez que ça change, regardez pgloader. Il est capable de faire des migrations, par exemple de MySQL ou SQL Server ou d'autres systèmes. En une seule ligne de commande, vous donnez juste la source et la cible, et il vous transfère le schéma, les données, les index, les contraintes, tout ça en une seule ligne de commande, de manière à ce que vous n'ayez plus d'excuses pour passer à Postgres. Voilà. Quelques-uns des exemples que je vais citer là, on peut les retrouver dans un bouquin que j'ai écrit l'été dernier. Et je vous ai préparé un code promo si jamais le bouquin vous intéresse. N'hésitez pas, vous aurez 15% de remise sur les différentes éditions qui sont en ligne. Donc c'est ouvert, ça restera ouvert après le meet-up, vous avez quelques jours pour en profiter. Et le bouquin s'adresse aux développeurs d'applications. On a beaucoup de livres autour de PostgreSQL qui existent. La plupart sont quand même très orientés administration système et puis gestion de production. Moi, j'ai pris j'ai fait le choix explicite de m'adresser aux développeurs d'applications, donc les gens qui écrivent, dans votre cas, plutôt du Java. Et donc l'idée, c'est de montrer que SQL, c'est un langage de programmation comme les autres et que vous pouvez en tirer de grands bénéfices. Et on y reviendra en fin de présentation. Donc pour reposer un petit peu PostgreSQL dans son contexte, j'aime bien cette anecdote. Est-ce que vous connaissez donc c'est la machine d'Anticythère. Anticythère, c'est le nom d'une île grecque. Et en fait, je crois que c'est au début du siècle, on a retrouvé des fragments comme ça, et petit à petit, ils ont commencé à essayer de vouloir recomposer les fragments. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça peut être? En plus, c'était un peu compliqué, il y avait des roues dentées, mais certaines des roues dentées avaient un nombre impair dedans, donc ils essayaient de comprendre un petit peu à quoi ça pouvait bien servir. Et puis, ils ont daté le truc, ça date de 80 ans avant Jésus-Christ. Donc, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces roues dentées à cette époque-là? Une fois reconstruit, ça ressemble à ça. Et donc, en fait, ça te permet, ce truc-là, de calculer la position des étoiles les plus importantes et puis de la Lune et de quelques autres astres dans le ciel ça marche au moins sur 400 ans. Et ça leur permettait de calculer les dates. Alors, ils avaient des jeux tous les 4 ans, tous les 2 ans, un peu comme Mondial de foot et Jeux Olympiques, ça s'appelait pas comme ça. Mais ils avaient l'équivalent déjà à l'époque. Et donc, avec ça, ils pouvaient calculer quand est-ce que tombait la prochaine équinoxe de printemps ou la pleine lune qui suit la première équinoxe, des choses comme ça. Et donc, ils faisaient ça avec ce mécanisme-là, déjà,
80 ans avant Jésus-Christ, quoi, tranquillement. Ils avaient, alors évidemment, leurs équations pour suivre les astres étaient fausses. Hein. Ils pensaient que la Terre était au milieu, donc ça fait des équations bizarres. Mais enfin, ils arrivaient quand même à reproduire tout ça. Quand on pense à ce qu'est aujourd'hui un système de gestion de base de données relationnelles, on a tendance à avoir cette image-là. Là, ça, c'est les premiers IBM, premier système R dans les années début des années 70. Donc IBM, c'était un des pionniers avec système R. Je crois que c'est 73, ils ont commencé. En fait, à l'époque, on savait résoudre des problèmes un petit peu compliqués et des problèmes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, quel problème résout le système de gestion de base de données? Eh bien, c'est la concurrence d'accès aux données en lecture et en écriture. Et surtout pas le stockage. Donc, le premier qui utilise un SGBD pour faire du stockage, vous allez me dire, bah ouais, mais le SQL, on s'en fout, on le fait en Java. Vous aurez complètement raison. Si votre but, c'est de faire du stockage, prenez pas un SGBDR, c'est quand même dommage. C'est pas fait pour. À l'époque, dans les années 60, ils avaient encore des machines avec des tores de ferrite, ce qui faisait qu'on pouvait mettre la machine hors tension, et quand on la rallumait 2 ou 3 semaines après, en fait, la mémoire avait pas changé, puisque c'était de la mémoire physique, qui avait pas besoin d'être alimentée pour positionner les octets. Et du coup, faire du stockage pour 2-3 semaines, il suffisait de faire power off, on fait power on dans 3 semaines, on retrouve tout en mémoire comme quand on est parti. Donc c'était des problèmes qu'on savait résoudre largement à l'époque. Les SGBD, c'est pas fait pour faire du stockage. Ça n'a jamais été fait pour. Et donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi je dis que PostgreSQL est ISQL. Et donc une des raisons, c'est que c'est not only SQL. Donc évidemment que dans PostgreSQL, on a du SQL. Donc c'est évident depuis 1995. Donc le nom vient du fait qu'il y avait Ingress qui était un des projets d'études parallèles à Système R. Et donc Ingres, c'était un système en ligne de retouche d'images. Au départ, ils pensaient faire ça, ils ont fait autre chose. Et puis ils se sont dit, c'est quoi la suite? Et la suite, c'était Postgre. Et puis dans les années 80, le SQL s'est un peu imposé. Il y avait un autre langage qui s'appelait Quell pour faire des requêtes. Et donc on a rajouté SQL à Postgres en 95 et on s'est dit tiens, on va l'appeler PostgreSQL. Comme ça, le nom d'avant était facile à prononcer, au moins avec celui-là, on va pouvoir perdre tous nos utilisateurs. C'est presque le cas, mais pas tout à fait quand même. Donc le système de gestion de base de données, il est ACID. Donc je pense que tout le monde ici a entendu le terme ACID avant, à l'école ou dans d'autres contextes. Donc ACID, c'est ce qui permet de faire de la gestion de la concurrence d'accès aux données en lecture et en écriture. Donc c'est vraiment important, c'est la clé de voûte d'un SGBD, c'est la capacité à respecter le modèle ACID. On va voir que dans PostgreSQL, on va pouvoir un petit peu jouer sur certains paramètres pour avoir des contraintes ou des garanties, donc des garanties plus fortes ou des contraintes moins élevées. Ça dépend comment on regarde, c'est la même chose. Et puis par-dessus ce système relationnel transactionnel, donc ACID, c'est la base de ACID, on va revenir dessus, c'est des transactions. On a par-dessus un langage d'exploitation des données, de traitement des données, qui s'appelle SQL. Et pareil, ce sera la deuxième partie de la présentation. Donc ACID, pour rappel, le A c'est atomique et le I c'est isolé. Donc le A et le I, dans les deux cas, vous avez besoin de transactions. Donc c'est complémentaire. Le atomique, ça veut dire qu'entre le begin et le commit, tout ce que vous faites au moment du commit, ça passe ou ça casse. Donc si vous avez 2 inserts et un update qui ont du sens pour votre application ensemble, eh bien vous avez soit les 3 ordres qui sont acceptés par le système, soit ils sont refusés. C'est ça qu'on appelle la notion d'atomicité. Et vous avez 3 allers-retours réseau entre-temps, etc. Machin. Donc ça peut être relativement compliqué à implémenter, mais quand vous utilisez PostgreSQL, si vous avez besoin que les 3 ordres soient pris ensemble pour donner du sens à vos données, il suffit de les mettre avec un begin au début et un commit à la fin, et vous êtes tranquille. Pour rappel, commit, c'est une demande, c'est pas une garantie. C'est-à-dire quand vous envoyez commit, pour savoir si le message a été commité, il faut attendre le retour de la base qui vous dit commit. Parce que par exemple, quand file system is full, vous recevez rollback à la place. Il va dire, t'as demandé de committer, mais j'ai pas pu. Donc dans vos applis, vérifiez bien. Quand vous envoyez commit, ça veut pas dire que c'est gagné. Il faut avoir reçu le message de retour qui n'est pas un rollback pour que ce soit gagné. Ouais, ça c'est important. Sinon, ça sert à rien d'avoir des transactions. Le I, c'est isolé. Ça veut dire que pendant que je fais ma transaction, je ne vois pas les transactions des copains. Alors vous avez dans le SQL standard, dans le document du standard, vous avez 4 niveaux d'isolation différents. Donc qui vont de serializable à repeatable read, read committed et dirty read. Dirty read, on n'en parle pas parce que PostgreSQL ne l'a pas implémenté.
Et les trois autres sont des niveaux d'isolation différents. Si vous voulez faire une sauvegarde à chaud et cohérente, consistante de vos données, on va utiliser le mode de sérialisation, donc transaction sérialisable. La plupart du temps, ce qui est intéressant pour l'application, et si on est feignant, qu'on ne réfléchit pas, on va vouloir du repeatable read, c'est-à-dire que quand vous faites deux selects, si pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre a fait un insert, eh ben vous ne le voyez pas entre les deux selects. D'accord ? Si vous faites un count étoile sur une table, donc begin, select, count étoile, quelqu'un d'autre fait un insert, select, count étoile, vous avez le même résultat, c'est garanti, on est en repeatable read. Ce qui fait que vous avez en fait une photo. La base de données, c'est comme une vidéo qui bouge tout le temps, et la notion d'isolation des transactions, c'est un snapshot, donc c'est une photo. Vous prenez vraiment une frame dans votre vidéo, là, et vous travaillez avec du début à la fin de votre transaction. Et au moment du commit, on va aller vérifier si ce qui s'est passé en parallèle dans le reste du système vous permet de continuer d'être cohérent avec les modifications que vous avez apportées. Donc repeatable read, c'est pas mal. Et le mode par défaut, c'est read committed, c'est-à-dire que le coup du select, insert, select, par défaut, vous allez voir le insert des copains parce que vous êtes à chaque nouvel ordre que vous envoyez dans votre transaction, vous voyez le résultat des autres transactions qui ont été committées entre-temps. Et ça, c'est le mode d'isolation par défaut. C'est peut-être pas celui dont vous avez besoin. Mais si vous ne dites rien à votre système de base de données, c'est celui que vous avez. Et le D, enfin, c'est pour la durabilité. Est-ce que vous connaissez le test de la prise électrique ? C'est un des premiers trucs à faire quand vous passez un système en prod. Donc quand vous avez un système qui est censé être durable, eh bien vous le branchez en production, vous avez le côté serveur, et puis vous faites un petit client qui fait que des inserts, par exemple, un truc le plus simple possible. Hein. Donc vous faites des inserts, et puis vous comptez côté client combien vous en avez fait. Donc les inserts, ils sont tous transactionnels, et donc vous ne comptez que ceux pour lesquels vous avez reçu le message d'accusé de réception du commit. Bien sûr, si vous n'avez pas reçu le message d'accusé de réception, peut-être qu'entre le insert et le commit, le serveur s'est planté et on ne sait pas s'il l'a eu ou pas. Bon. Donc vous faites ça, et puis au milieu du test, pendant que le test tourne, vous débranchez la prise électrique du serveur. Vous rebranchez, et puis vous comptez tout ce que vous retrouvez, et vous regardez si c'est le même chiffre que côté client. Bon, ben, s'il en manque, soit le serveur est mal configuré, soit le matériel est pourri, soit votre logiciel de gestion de données ne sait pas faire de durabilité. Donc ça mérite d'être investigué, quoi. Dans le cas par défaut, avec PostgreSQL, vous avez cette garantie-là. Vous pouvez débrancher la prise pendant vos tests et la rebrancher après. Tous les messages de commit que vous avez reçus, les transactions qui y correspondent, vous les retrouvez. C'est garanti. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'on utilise un SGBD. Hein. C'est pas pour faire du stockage, c'est pour des rapports transactionnels. Si je reviens sur le slide précédent, ACID, la plupart des systèmes NoSQL que vous allez rencontrer vont faire des compromis de manière à pouvoir... on va vous vendre de la scalabilité, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de gérer plus, donc soit plus, donc de monter à l'échelle, soit en termes de volume sur disque, soit en termes de volume transactionnel. Soit les deux, ça dépend des systèmes. Et la plupart des systèmes, pour y arriver, ils vont faire des compromis sur le mode ACID. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on fait pas gaffe en tant que développeur et puis qu'on fait une appli, dès qu'on parle à une base de données, on a en tête qu'elle est ACID. Si vous prenez MongoDB, par exemple, alors j'aime bien MongoDB, taper dessus, c'est facile parce que bon, bah pour les acides, par exemple, ils n'ont pas de transaction, donc ils n'ont pas le A et puis ils n'ont pas le I. Bon, ils sont schemaless, donc ils n'ont pas de consistance, ils n'ont pas le C. On en reparlera tout à l'heure du C, je peux encore aller dessus. Et puis la durabilité, bah, ils l'ont pas non plus. Voilà. Donc c'est un cache en fait, avec des données dont on ne sait pas ce que c'est, et puis on ne sait pas comment les gérer. Donc en tant que développeur, si vous ne savez pas que MongoDB il vous apporte aucune des 4 lettres de ACID, ça veut dire que c'est à votre application de les faire si vous en avez besoin, ces 4 lettres. C'est à vous, dans votre application, de gérer tout ça, puisque MongoDB ne va pas le faire à votre place. Ben, si vous n'en avez pas besoin du tout, c'est génial. Si vous en avez un petit peu besoin, c'est la catastrophe. Donc, il faut l'avoir en tête. Donc, dès que vous avez un système qui est NoSQL, regardez dans leur compromis lesquels des 4 lettres ils vous ont enlevé, hein, parce que ça change tout sur la manière de coder. Donc, le A, on l'a dit, c'est pour les transactions. Le A, c'est ce qui permet d'avoir rollback. PostgreSQL, c'est le seul système qui permet d'avoir un rollback sur ce qu'on appelle les DDL, donc Data Definition Language. Les DDL, c'est create table, alter table, create index, etc. Donc par exemple, vous pouvez faire un drop table. Essayez, si vous avez des DB Oracle dans vos boîtes, ou peut-être qu'il y en a dans la salle, hein, des DB Oracle. Donc quand vous faites ça à un DB Oracle, normalement, entre le drop table et le rollback, il fait une crise cardiaque. Parce que le drop table, chez Oracle, les DDL provoquent un commit implicite. C'est-à-dire que quand vous faites drop table, alter table ou ce que vous voulez, la transaction est committée, c'est trop tard. Donc commit rollback, il sait plus ce que ça veut dire. Il a déjà committé la transaction. Avec Postgres, drop table, rollback, select étoile from la table, tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Toutes les commandes SQL de PG, sauf 2 ou 3, et c'est documenté, sont transactionnelles, donc vous pouvez faire un rollback à la fin. Alors en général, évidemment, on ne fait pas ça de manière intentionnelle sur nos serveurs.
sauf pour faire la démo au DB Oracle. En général, ce qui se passe, c'est que begin, drop table, ah mince, je suis pas sur le bon serveur, je suis en prod là. Bon, rollback. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris un verrou très fort sur la table. Donc, on a un petit peu mis en attente toutes les transactions, même en lecture. Mais au moment du rollback, on délivre tout. Une autre des solutions pour lesquelles on peut avoir ça et qui est vraiment importante, c'est le no space left on device. Alors sur un drop table, non, mais ça peut être sur un create index ou sur un alter table. Il va vous dire, j'ai plus de place disque, donc je peux pas committer la transaction. Même sur un drop table, on pourrait l'avoir si c'est le disque qui contient les journaux de transaction. Il faut d'abord enregistrer le journal de transaction, j'ai l'intention d'effacer la table, et ensuite, on peut effectivement faire disparaître les données. Donc, en cas de no space left on device, quand vous faites un drop table, vous avez le système qui vous répond, rollback, désolé, j'ai pas pu. Essaye encore, nettoie, et puis réessaye. Vous allez me dire, ça sert à rien. Et pensez à vos scripts de migration de base de données quand vous passez d'une version du schéma de votre base de données à la version suivante. Donc, dans votre application, vous avez la version 2 du schéma, vous passez à la version 3. La version 3 consiste à rajouter 2 index que vous aviez pas fait avant parce que vous n'en avez pas besoin, ou alors vous les avez oubliés, et puis rajouter une colonne dans une table, et puis peut-être quelque chose d'autre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent une migration de schéma de données. Eh bien, quand vous faites votre migration de schéma, si jamais en production vous avez un problème d'espace disque ou quoi que ce soit, PG il va vous dire rollback. Donc en fait, vous avez essayé de mettre la version 3, ça n'a pas marché, vous êtes en version 2. Si vous utilisez un système de gestion de base de données autre que Postgres, il va vous dire je suis quelque part entre 2 et 3, débrouille-toi. À toi d'essayer de savoir dans ton appli si les index ils ont été créés ou pas, s'il y a les nouvelles colonnes. Peut-être qu'il y en a les nouvelles colonnes, il y en a dans quelques tables, pas dans les autres. Peut-être que j'ai créé la colonne mais que j'ai pas fait l'update qui va avec parce que j'ai planté au milieu, tant pis pour toi. Voilà, donc c'est un peu les systèmes dont vous êtes le héros. Bon, ça peut être sympa, mais avec PG, vous avez rollback et donc il n'y a rien qui est passé. Donc vous êtes en version 2 comme avant et vous pouvez nettoyer, repasser le script plus tard ou continuer à travailler, quoi. Le I, on l'a dit, c'est pour les transactions et l'isolation de transactions. Ce qui est important, c'est que si vous n'avez pas de transaction et d'isolation, vous n'avez pas de backup consistant. Consistant, ça veut dire que votre backup, il a du sens du point de vue de votre application. Parce qu'évidemment, un backup, comment on vérifie un backup déjà? On le restaure. Il n'y a pas d'autre solution. Donc si vous voulez tester un backup, le premier truc à faire, c'est de le restaurer. Puis après, vous regardez ce qu'il y a dedans. Mais ce qu'il y a dedans, ça doit faire du sens pour votre appli. Donc par exemple, l'exemple classique, évidemment, c'est la banque avec les mouvements de compte bancaire. Donc quand vous faites plus 100 d'un côté, il faut faire moins 100 de l'autre. Et donc quand vous faites la somme, ça doit faire 0, etc., etc. Bon, en vrai, les banques, je crois que ça fait 3000 ans qu'ils savent faire des transactions distribuées. Ils n'ont pas besoin d'informatique pour ça. Si vous regardez tout ce qui est Templier, etc., et puis les premières banques du monde, ils avaient ils savent prêter de l'argent alors qu'il y avait des systèmes distribués un peu partout dans le monde, par exemple entre les royaumes chrétiens et Jérusalem. Enfin bon, c'était pas un problème, ils savaient faire déjà. Donc l'exemple de la banque, c'est pas un vrai exemple, il marche pas. Aucune banque n'a jamais fait ça comme ça. Donc, mais c'est un bel exemple parce qu'on voit très bien le plus 100 et le moins 100 et on se dit qu'effectivement, il faut que les deux soient passés. Donc si vous n'avez pas de transaction, vous n'avez pas de sauvegarde consistante. Donc vous avez des sauvegardes dans lesquelles vous avez des données qui n'ont peut-être pas de sens pour votre application. On va y revenir tout à l'heure. Mais surtout si vous faites des backups, en fait, quand vous êtes dans une boîte et quand vous montez un projet de backup, refusez, dites non. On fait jamais de backup en entreprise. C'est pas possible. Ça n'intéresse personne, les backups. Les backups, c'est un détail d'implémentation. Aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Si on veut retrouver les données, que de les avoir sauvegardées. D'accord. Bon, mais le projet, c'est pas un projet de backup. Le projet, c'est un projet de récupération de données. Donc c'est un projet où on ne perd pas les données. C'est un projet de garantie de données, de disponibilité des données. Donc parce que la plupart du temps, quand on vous donne à faire un projet de backup, les backups ils marchent, c'est nickel. Par contre, on ne sait pas toujours les restaurer. Donc soit on n'a pas de script pour les restaurer, c'est pas automatique. Le mec qui a fait des backups, il est plus là, on ne sait pas comment on va faire pour les restaurer. On essaye, ça marche pas. En fait, on avait des backups mais ils étaient corrompus. Ou ça fait 2 mois qu'en fait les backups ils tournent plus, mais on ne sait pas pourquoi. Vous l'avez tous déjà vécu, j'imagine, ce truc-là. Donc on ne fait pas de projet de backup, on fait des projets de restauration de données. Et donc le projet, il ne marche que quand on est capable de restaurer les données de manière automatique. Et là, on peut respirer tranquillement. Donc c'est un conseil perso, mais voilà, faites pas des backups, quoi. Faites de la restauration de données. Et le C de ACID, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est la consistance des données. La consistance des données, c'est on envoie plein de trucs en binaire dans la base, et puis en fait, pour l'application, ça a du sens, les trucs qu'on envoie. Et donc, en fait, on demande à la base de données de garantir certaines règles métiers qui doivent rester validées dans l'ensemble du cycle de vie des applications. Typiquement, une base de données, donc on peut le voir comme un socle horizontal.
La base de données, elle a une vue d'ensemble sur la totalité des données que vous gérez pour l'ensemble de vos clients, l'ensemble de tout ce que vous mettez dans votre base de données, vos stocks, vos produits. Je ne sais pas ce que vous mettez en base, mais tout ce que vous mettez en base, la base de données, le SGBD, il a une vue d'ensemble de ce truc-là et vous pouvez lui dire, lui donner quelques contraintes. Donc un produit doit être référencé dans le catalogue produit, c'est une clé étrangère ou de ce genre de choses. Le stock doit jamais être en dessous du zéro. On peut faire un discount, mais moins de 100%, des choses comme ça. Et l'application, en général, le code que vous écrivez, il est là pour accompagner un parcours utilisateur, souvent. Donc, votre code applicatif, quand vous faites du MVC, des choses comme ça, il travaille dans le contexte d'une action utilisateur. Donc, vous accompagnez l'utilisateur pour l'aider à réaliser son travail et enregistrer ce qu'il a fait dans votre base de données. Donc, la vue d'ensemble de votre métier, c'est la base de données. C'est elle qui doit avoir la gestion de la consistance globale de votre système. Donc, il y a une partie des règles métiers qui vont s'appliquer à ça et qui vont être portées en base de données à travers le modèle, le schéma, les types de données que vous utilisez, des choses comme ça. Et puis, votre application, elle a en charge d'accompagner l'utilisateur pour l'aider à faire son travail. Donc, c'est quand même des rôles assez distincts. Donc, par exemple, un ORM, ça n'a pas de sens, sauf si on considère que donc, ORM, c'est un mapping entre des couches objets, par exemple des objets type des objets Java, et puis des relations au sens relation de base de données. Alors il faut savoir qu'en base de données, en SQL, le résultat de toute requête SQL est une relation. Le résultat d'une jointure, il y a des maths derrière, une jointure, le résultat d'une jointure, c'est une relation. Une jointure, c'est une opération entre deux relations qui donne une autre relation. La clause de select, c'est une projection, on lui donne une relation en entrée, elle sort une relation en sortie. Donc il y a un modèle, c'est le modèle relationnel qui permet d'établir tout ça. Et du coup, un ORM, il a de sens que si le R de la relation de l'ORM, c'est le résultat de votre requête SQL. Parce que si c'est votre modèle métier de base de données, il est fait pour assurer, garantir la consistance de vos données au global de l'ensemble de votre système, alors que votre code en mémoire, il est fait pour accompagner une session utilisateur. Et forcément, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est pas du tout les mêmes choses qu'on leur demande. Donc méfiez-vous des ORM. Un petit mot sur l'architecture avec PostgreSQL. PostgreSQL, donc scale-up, c'est l'idée d'avoir des serveurs de plus en plus puissants. Donc aujourd'hui, si vous regardez sur Amazon et Google Cloud Platform, je crois que les plus gros serveurs, c'est 6 Tera de RAM et je sais plus, 180 CPU, quelque chose comme ça, 192. Donc en gros, c'est quoi Big Data? Ça tient pas en RAM. C'est quoi la RAM pour un serveur aujourd'hui? C'est l'ordre de 6 Tera. Donc Big Data, à partir de 6 Tera, on peut commencer à faire du système distribué, parce qu'on n'a plus la place sur un serveur. Mais moins de 6 Tera en RAM, on prend une machine, et puis on a 6 Tera en RAM, et puis on peut travailler, quoi. Donc si vous commencez à résoudre des problèmes compliqués de distribution de données, est-ce qu'il vaut mieux envoyer les calculs au plus près des données, ou alors les données au plus près des CPU, parce que c'est là qu'on fait les calculs, etc. Dites-vous qu'une machine un peu costaud, c'est 6 Tera de RAM, donc peut-être que c'est pas la peine de passer beaucoup d'énergie à résoudre ces problèmes-là, il suffit d'acheter une machine un peu plus grosse. Et scale-out, c'est l'idée d'arriver à réaliser la même charge de travail de manière plus efficace en faisant contribuer plus de serveurs que un. Parce que là, c'est toujours un serveur, mais il est de plus en plus gros. Là, ils sont toujours de la même taille, mais il y en a de plus en plus. Donc le conseil, quand on utilise PostgreSQL, c'est de considérer le scale-up en priorité, parce que PostgreSQL, il est très très bon à ça. Alors en particulier sur des problématiques, des workloads qu'on appelle transactionnels, OLTP. C'est-à-dire que vous avez plein de clients en parallèle qui vont faire plein de requêtes chacun de leur côté. Et puis votre critère de scalabilité, c'est qu'il y a de plus en plus de vélocité transactionnelle, donc de plus en plus de requêtes par seconde qui sont envoyées au serveur. Là, avec Postgres, on est idéalement sur un mode scale-up. Depuis 9.6, on peut commencer à être aussi sur du scale-up en ce qu'on appelle analytique, OLAP. Donc avec peu de requêtes et peu de clients, mais des requêtes qui manipulent de plus en plus de données, de plus en plus gros volume. On fait des agrégats, donc on fait de l'analytique, de l'analyse de données. Depuis 9.6, PostgreSQL a implémenté des requêtes parallèles, donc il est capable d'utiliser plusieurs CPU au sein de la même requête pour exécuter une seule requête. Ce n'était pas le cas avant. Donc avant, le scale-up était limité au workload transactionnel pur. Aujourd'hui, sur des workloads mixtes, voire analytiques, Postgres peut s'en sortir. Et puis quand ça marche plus, on peut parler de scale-out. Quand on parle de scale-out, souvent, voilà, un système distribué, donc ça c'est une représentation très générique d'un système distribué. La première question à se poser, c'est est-ce que vous avez besoin toujours, quand vous passez en distribué, de backup consistant? Et ouais, parce que la haute disponibilité, vous voyez, là c'est high availability, vous avez plein de systèmes, en particulier dans le monde NoSQL, qui vous disent « Ouais, nous on fait de la haute dispo ». D'accord, mais
Quand on gère des données, la haute disponibilité, c'est d'abord des données. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je retrouve mes données. C'est ça la haute disponibilité. Mes données sont disponibles. Donc il faut que je puisse parler au service qui m'offre les données, bien sûr, mais il faut que les données soient là derrière, sinon ça sert à rien. Donc et la première garantie de disponibilité des données, c'est les backups. Il faut être capable de les restaurer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et si vous n'avez pas de transactions, vous n'avez pas de backup consistant. Si vous avez un système distribué, il vous faut des transactions distribuées pour avoir un système globalement consistant, pouvoir en faire des backups et le restaurer. Donc, est-ce que c'est important pour vous? Ça dépend des cas d'usage, hein, on ne sait pas. Mais si c'est important pour vous de pouvoir continuer à faire du backup distribué, quand vous passez sur un système en scale-out, c'est la première question à se poser. Est-ce que j'ai des transactions? Et est-ce que j'ai des transactions distribuées qui me permettent de faire un backup cohérent de l'ensemble de mes données une fois que c'est en production? Ou alors, il y a des systèmes hein, qui vous disent, bah non, vous pouvez le faire, hein, c'est facile, mais à froid. Donc à froid, ça veut dire qu'on éteint tout, le service est plus disponible, on fait le backup pendant que le service est éteint. Alors évidemment, il y a zéro changement, donc c'est cohérent, et on redémarre après. Pendant très longtemps, rigolez pas, hein, c'était le seul mode de backup en ligne qu'on pouvait faire avec MySQL. Hein. Il vous disait, mettez un réplica, comme ça vous pouvez arrêter le réplica, le primary il continue de tourner, et puis vous faites le backup sur le réplica. Hein. Voilà. Donc dans PG, on fait pas ça, on fait des backups à chaud. Et quand vous avez un système distribué, ça dépend des extensions de PG qui font de la distribution de données. Pour ceux qui veulent regarder un petit peu les architectures actuelles, j'allais dire modernes, mais en fait, il faudrait que je mette à jour le slide pour que ce soit vraiment moderne. Puisque là, on parle surtout de streaming réplication. Donc l'idée de PostgreSQL, c'est que pour garantir vos données, la durabilité, on a un WAL. Donc le WAL, c'est le Write Ahead Log. Donc c'est un journal de transactions dans lequel on écrit toutes les modifications binaires sur les blocs de données de PostgreSQL. Ce journal de transactions, donc on est capable de le répliquer en streaming. C'est-à-dire on va envoyer au standby en streaming toutes les modifications qu'on apporte au log, de manière à ce que le standby rejoue le log comme s'il était en crash recovery. Le jeu de la prise électrique, là, dont on parlait tout à l'heure, quand Postgres redémarre, on appelle ça un crash recovery, et quand il arrive à un point de consistance, il rend la main et on peut faire des requêtes. Donc dans PG, ce qu'on a fait, c'est qu'on est capable d'avoir du hot standby. Hot, ça veut dire que pendant qu'il rejoue son crash recovery, il est accessible en lecture seule. Et quand vous faites une promotion du standby pour devenir un nœud primaire, il n'y a pas d'interruption des requêtes qui sont en lecture seule sur le standby au moment de la promotion. Voilà. On dit primaire et standby. Dans d'autres systèmes, on parle de maître-esclave. Alors, dans la communauté PostgreSQL, on a décidé d'arrêter d'employer des mots qui nous rappellent une histoire qui n'est pas la plus glorieuse de l'humanité, d'une part. Et puis, d'autre part, est-ce que vous avez déjà vu des systèmes où, dans le cas où le maître est défaillant, on demande à un esclave de prendre le relais? En général, on trouve un autre maître. Donc, on a préféré parler de primaire et de secondaire. Voilà, ou stand-by. Stand-by parce que stand-by, hein, c'est vraiment en anglais, on est en attente. Donc le stand-by, il est là en attente d'échec du primaire et il prend le relais. On peut avoir aussi avec une solution qui s'appelle BDR, qui est pas encore intégrée dans Core, mais on y travaille. Donc BDR, c'est bidirectional réplication. On peut avoir un système, alors DC, c'est data center. Hein, on peut avoir deux data centers avec deux nœuds primaires et chaque nœud primaire peut avoir ses nœuds secondaires. Et donc ce dessin-là, à l'époque, c'était BDR uniquement qui savait le faire. Maintenant, intégré dans PostgreSQL 10, vous avez la réplication logique. C'est-à-dire que au lieu de répliquer via les walls un cluster PostgreSQL complet avec toutes ces bases de données, vous pouvez choisir de ne répliquer qu'une seule table. Et vous pouvez répliquer une seule table dans les deux sens, si vous voulez, en réplication bidirectionnelle. Alors ça marche mieux si les clients qui se connectent à P1 n'éditent que des lignes locales. Par exemple, si vous avez des franchises un peu partout en Europe ou dans le monde, il y avait un client qui faisait ça. Donc ce serveur-là, par exemple, c'est le serveur de la zone Europe et le deuxième serveur, c'est le serveur de la zone Asie. Et donc les gens qui sont en Australie, ils travaillent avec le serveur le plus proche d'eux. Et en général, ils n'éditent pas les mêmes fichiers clients que les gens d'Europe. Et du coup, il n'y a jamais de conflit entre les activités des uns et des autres. Cependant, le département qui veut, donc en général c'est marketing ou finance, qui veut une vue globale de toute l'activité de l'entreprise, eh bien, en fait, c'est la même base de données. Donc, il suffit de se connecter à n'importe lequel des deux et on a une vue d'ensemble intégrale de l'activité. Donc aujourd'hui, il y a BDR qui permet de faire ça, hein, qui existe toujours. Et puis, vous pouvez le faire aussi au cas par cas sur certaines tables avec la réplication logique qui est intégrée dans Postgres. Pour terminer avec le scaling, on a le scale-out. Donc, une des idées de scale-out, une des problématiques du scale-out, c'est la capacité, comment on augmente la capacité en écriture d'un système. Parce que tant qu'on fait de la réplication, vu que tous les nœuds du système ont le même jeu de données, en fait, on amplifie les écritures, on les réduit jamais.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une écriture sur un nœud, on va l'écrire sur un autre. Donc l'idée du sharding, c'est de dire, attention, ce qu'on pourrait faire, c'est que chaque nœud n'embarque qu'une partie des données, de manière à ce que, quand on rajoute des nœuds, on rajoute de la capacité en écriture, plutôt que d'en enlever. En réplication classique, on en enlève. Là, on en rajoute. Et donc l'idée, évidemment, horizontal scaling, la ligne rouge, elle est horizontale. Donc la ligne rouge, c'est la performance du système. Et ben, la performance, voilà, donc c'est votre temps d'exécution des requêtes. Et ben, elle ne bouge pas quand vous faites varier. La variation, c'est le volume de données à gérer. Ça pourrait être le volume de transactions, ça pourrait être d'autres choses. Mais voilà, donc c'est ça, en gros, quand on dit que ça scale de manière horizontale. C'est que le trait, il est horizontal. La perf, elle ne bouge pas quand vous continuez d'ajouter des choses. Donc pour faire ça, alors pour le contexte, Citus aujourd'hui, c'est une extension de PostgreSQL, c'est open source et c'est l'entreprise qui m'emploie. Donc évidemment, je vous en parle. Donc regardez ça, vous avez plusieurs modèles qui sont possibles de sharding. Et le sharding, l'idée, c'est de distribuer les données avec une clé de distribution. Et puis, vous pouvez avoir un nœud PostgreSQL qui va être responsable de distribuer les données sur un ensemble de clusters et qui va vous permettre d'accompagner votre montée à l'échelle. Encore une fois, si vous avez 100 gigas de données, on n'en parle pas, c'est pas la peine. Donc là, on commence à parler de données qui sont de l'ordre de grandeur. On est déjà à plusieurs téras et puis on imagine monter à plusieurs pétaoctets de données. On a des clients entre 1 téra et on est quasiment à 1 pétaoctet de données avec notre client qui a le plus gros volume de données. Et l'idée, c'est qu'en passant de 1 téra à 1 pétaoctet, les temps de réponse des requêtes sont restés les mêmes. Voilà, c'est ça l'idée du sharding. Voilà. Donc c'est pas forcément le besoin que vous avez que vous devez adresser, mais c'est un besoin qui existe et parfois il faut avoir la solution qui va avec. Dans le monde de PostgreSQL, en open source, Citus Data, ça fait ce boulot-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, sinon je continue. On va passer à la consistance des données, puis ensuite on va faire un peu de SQL. La consistance des données, c'est le C de ACID, et j'en ai parlé brièvement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour l'instant. La première chose, on ne va pas parler de l'ensemble des contraintes d'intégrité qu'on peut intégrer dans un système relationnel, parce que tout ce qui est clé étrangère, etc., on a tous à peu près les mêmes choses, c'est celles qui sont définies dans le standard SQL. Alors faites attention, parce que historiquement, MySQL, par exemple, les clés étrangères, il accepte la syntaxe, mais il ne fait rien. Donc il apporte zéro garantie. Et encore aujourd'hui, Redshift ne vous garantit pas les clés étrangères non plus. Vous pouvez les déclarer, mais il n'en fait rien. Donc les clés étrangères, il ne suffit pas d'avoir la syntaxe pour que ça marche. La première couche d'intégrité des données dans un système relationnel SQL, ça va être le type de données. Alors les types de données que vous connaissez certainement, donc si je vous dis des entiers, des flottants et du texte, dire oui, ça c'est classique, tout le monde l'a. Bon, donc ça c'est important de savoir ce que vous stockez et parce que PostgreSQL, on appelle ça un système relationnel objet. Pourquoi objet? Alors, une théorie veut que c'est parce qu'on fait de l'héritage de tables, un petit peu comme on fait de l'héritage de classes en Java. Dans PostgreSQL, vous pouvez avoir une table parente et puis des tables qui héritent de la table parente et donc qui vont avoir les mêmes définitions avec les mêmes colonnes, etc. Bon, c'est un point de vue, mais pas seulement. L'idée, c'est aussi que, on va le voir dans des exemples un peu plus tard, chacun des types de données qui sont là dans PostgreSQL embarque un ensemble de comportements et de traitements qui sont spécifiques au type de données. Par exemple, l'addition pour des entiers et des flottants, ça se passe pas pareil, ok, évidemment, mais pour les booléens, donc on a l'arithmétique booléenne à la place. Pour les dates et les intervalles, donc quand on ajoute un intervalle, par exemple, quand on dit now plus intervalle one month in Postgres, donc aujourd'hui plus un mois, ça vaut quoi un mois? Bah, ça dépend. Quand on est en mai, un mois c'est 31 jours, il me semble, et quand on est en avril, c'est 30 jours. Mais quand on est février, des fois c'est 28 et puis des fois c'est 29. Donc cet opérateur plus PostgreSQL, quand on l'applique à une date et à un intervalle, il sait l'interpréter. Donc il sait quand on ajoute un intervalle d'un mois à une date, il faut regarder un petit peu plus d'informations sur la date pour savoir ce qu'on a voulu dire. Donc on va associer au type de données des comportements spécifiques via les opérateurs et puis du support d'index qu'on va voir après. Donc évidemment, on le disait tout à l'heure, les entiers, les flottants, le texte. On a aussi les dates avec les time zones. Si vous ne savez pas, quand vous faites de la gestion de dates en base de données, mettez toujours avec time zone. Petit exercice pour voir combien il y a de time zones en France. Donc, qui pense qu'il y en a une? Ah, déjà, il y en a un qui a suivi, c'est bien. Qui pense qu'il y en a deux? Et qui pense qu'il y en a 14?
Ouais, il y en a 14. Ouais. Ouais. Parce que la France, c'est grand, hein, ça fait plein d'îles, etc. Et alors, en France métropolitaine, il y a combien de time zones? Bah, il y en a deux, puisqu'il y a l'heure d'été, l'heure d'hiver. On change pas d'heure, on change de time zone 2 fois par an. Hein, l'heure d'hiver, ça reste l'heure d'hiver. Les horloges qu'on décale d'une heure, c'est parce qu'on a changé de time zone. On a fait, c'est comme un jet lag, hein, c'est pareil. Il sert à rien d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Mais donc on change d'heure 2 fois par an, on change de time zone en fait. Donc en France métropolitaine, on a 2 time zones. Dans votre code, quand vous faites des moyennes, pas par journée d'activité, etc. Est-ce que vous vous souvenez systématiquement que 2 fois par an, il faut diviser par 23 et 25 l'activité, si vous voulez l'avoir par heure, si vous voulez avoir une moyenne horaire de votre activité. Parce qu'il y a 2 journées par an en France où il y en a une où il y a 23 heures, il y en a une où il y a 25 heures. Parce qu'on a changé de time zone au milieu. Donc, si vous voulez pas avoir à vous souvenir de tout ça, savoir comment ça marche, etc., vous déclarez simplement à PostgreSQL que la date, elle est gérée avec une time zone et puis vous le laissez faire. Et puis le jour où vous avez un problème un peu concret, vous regardez comment ça marche. Mais si vous savez pas, mettez time zone. Booléen, c'est rigolo parce que j'aime bien aussi taper sur MySQL, hein, c'est assez facile. Le résultat de la closeware en SQL, c'est un booléen. Hein, c'est un filtre qui passe ou qui passe pas. Bon, ben, MySQL, ils n'ont pas le type de données booléen, mais ils ont la closeware. Alors, je sais pas comment ils font. Le booléen en SQL, d'ailleurs, en fait, c'est un booléen trivalué. Hein, parce qu'on a la valeur nulle. Est-ce que nul égale nul? Quelle est la réponse de nul égale nul? Nul. Parce que comme dans la main gauche, j'ai un truc, je sais pas ce que c'est. Dans la main droite, j'ai un truc, je sais pas ce que c'est. Et on me demande si c'est la même chose. La seule bonne réponse, c'est bah, je sais pas. Donc nul égale nul, ça fait nul. Alors que nul is nul, bah, ça c'est vrai. Nul is nul. Et donc, pareil, si vous n'avez pas l'habitude, regardez bien ça, ça vaut le coup. Et, parce que dans Postgres, vous avez aussi des agrégats qui vont travailler sur les booléens. Donc vous avez bool and et bool or. Vous pouvez avoir un booléen dans une table et faire un group by et compter le nombre de fois où c'était vrai, le nombre de fois où c'était faux, etc. etc. Trouver qui était le premier, donc c'est le nombre de fois où la position était égale à 1, des choses dans ce genre-là. Ça, c'est les types de données géométriques. Alors, type énuméré, c'est pour éviter d'avoir à faire des tables de référence. Donc les types énumérés dans Postgres, c'est vachement bien si vous êtes certain que quoi qu'il arrive, l'ensemble des possibilités qu'on vous a données ne changera jamais. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie de développeur? Une application ou un truc qu'on vous a promis que ça ne changerait pas, ça n'a pas changé. Donc sinon, vous faites des tables de référence, c'est standard SQL, c'est relationnel, ça marche très bien. On verra, il y a des tableaux, il y a plein de choses. Et puis, ouais, on a des UID aussi qui sont intégrés et des entiers avec une précision arbitraire. Donc on peut monter avec des chiffres quand on fait de l'astronomie ou des choses très précises, ça peut être intéressant. Et aussi quand on gère de l'argent en base de données. Donc si jamais vous mettez de l'argent dans un entier, enfin dans un nombre à virgule flottante en base de données, bon, j'espère que vous n'avez pas vraiment besoin de l'argent, quoi. Parce qu'en fait, en décimal, on va diviser avec ce qu'après la virgule, c'est par tranche de 10, alors qu'en binaire, c'est pas tranche de 2. Et puis en fait, quand on regarde un peu les maths, eh ben, c'est pas compatible. Donc il y a des données en décimale qu'on peut pas représenter en binaire. Donc ça, c'est un peu gênant quand c'est de l'argent. Et puis on fait aussi des types de données avancées de réseau, et puis du JSON et du XML. Alors dans le monde Java, je sais que vous aimez bien le XML. Donc c'était dans le standard SQL, donc on l'a mis, mais il n'y a pas grand-chose pour traiter. Cependant, vous pouvez installer une extension qui s'appelle PLXSLT. Et donc vous pouvez écrire des procédures stockées dans PostgreSQL écrites en XSLT. Donc si vous avez un document XML, le schéma du XML sera validé en entrée dans votre table, et si vous avez des traitements en XSLT, vous pouvez les faire côté base de données. Alors, si vous avez ce besoin-là, montrez-le moi, ça m'intéresse, parce que j'ai jamais vu. Mais on a PLXSLT, parce que sinon ça n'a pas de sens d'avoir XML en base. Hein. Et puis on peut faire du JSON aussi de manière assez avancée. On verra pas d'exemple aujourd'hui, j'en ai pas rajouté, on va voir d'autres exemples. Par exemple, dans les consistances de données, on a les contraintes d'intégrité. Alors là, je vous montre une contrainte d'intégrité qui est particulière. Alors, qui a déjà vu exclude using dans PostgreSQL? J'ai bien fait de venir avec alors. Donc là, l'idée, c'est qu'on a une réservation de salle. Donc, room, c'est la salle. On a quelqu'un qui parle, on l'appelle professeur dans ce modèle-là. Et on a une période. Alors, during, hein, c'est de type période. Donc, de nos jours, on l'écrit TSTZ range. À l'époque, c'était une extension qui s'appelait période. Et maintenant, elle est intégrée depuis PG 9.3 ou 9.5, je ne sais plus. Ouais, enfin, ça fait longtemps maintenant. Je pense que vous l'avez forcément. Période, c'est donc TSTZ range. Vous avez la date de début et la date de fin qui sont enregistrées dans la même colonne. Et à nouveau, hein, ça sert à quoi les types de données? Ça sert à pouvoir implémenter des comportements applicatifs desquels on peut dépendre. Dans ce cas-là, on a une contrainte d'intégrité qui se dit exclude using. Donc ça veut dire que quand ces opérateurs-là
sont vraies, on va exclure les lignes. Donc c'est un peu comme une contrainte d'unicité. Hein, la contrainte d'unicité, elle dit si les deux valeurs sont égales, j'en veux pas. Parce que je l'ai déjà. Je le veux qu'une fois dans ma table. Donc là, qu'est-ce qu'on retire de la table? C'est pour la même pièce, même salle qu'on réserve. Donc on n'a pas le droit de réserver la même salle si les périodes se chevauchent. Cet opérateur-là, il se lit overlap en anglais, chevauchement en français. On va essayer de faire ça sans avoir le support de concurrence d'accès du SGBD. Et pensez au cas, par exemple, rigolo, où vous avez une salle qui n'est pas encore réservée et vous avez deux réservations qui arrivent en même temps, donc dans deux transactions en parallèle côté applicatif. Et ce sont les deux transactions qu'on essaie d'insérer à un instant donné qui se chevauchent. Mais il n'y a aucun conflit dans la table à ce moment-là. C'est simplement les deux transactions qui ont lieu en même temps qui se chevauchent en mémoire, chacun de leur côté, côté client. Voilà. Donc si vous arrivez à résoudre ça sans prendre de verrou global en écriture sur la table, je ne crois pas que ce soit possible. Et si vous avez PostgreSQL, vous lui dites simplement au fait, dans mon modèle, j'ai pas de chevauchement, merci. Voilà. Et lui, il va créer un index de support derrière qui va tricher un peu sur la visibilité des transactions, de manière comme un index unique ou comme une clé primaire, c'est exactement la même chose. Il va pouvoir tricher et regarder les transactions qui sont en cours à un instant donné, les comparer avec ce qui est dans la table et ce qui est également en cours au même instant, et pouvoir dire il y en a un qui gagne et un qui perd, parce qu'on ne peut pas prendre les deux, puisqu'ils se chevauchent. Et un exemple un peu la même chose, c'est le chevauchement, mais on peut aussi, dans Postgres, on a un type cercle. Donc vous pouvez décider d'avoir de la géométrie vraiment simplifiée avec une carte de France et des agglomérations. Puis l'agglomération de l'île, vous l'encodez comme un cercle dans Postgres, donc avec un point de géométrie et puis un rayon. Et puis vous dites, bon, on va encoder les villes comme ça va plus vite, et puis c'est plus simple à gérer. En fait, on n'a pas besoin d'un modèle précis avec soit les agglos, soit les codes postaux, des choses comme ça. Et puis vous pouvez dire, par contre, je veux pas de chevauchement dans mes cercles, parce que quand je cherche une donnée pour savoir une adresse, dans quel arrondissement elle est ou dans quelle agglomération, je veux un seul résultat, sinon c'est le bazar et mes requêtes, elles veulent plus rien dire. Donc là, c'est assez facile à faire. Vous dites juste la Postgres, je veux pas de chevauchement. Voilà. Et donc là, encore une fois, les SGBD, l'intérêt d'un SGBD, c'est de gérer la concurrence d'accès aux données. Donc, quand vous déclarez ce genre de contraintes, ce que Postgres va garantir à tous les coups, c'est que quel que soit le modèle d'accès aux données, la concurrence d'accès aux données, la contrainte que vous exprimez ici, elle sera garantie sur l'ensemble de vos données. Donc, c'est pas le même métier de garantir ça et d'accompagner l'utilisateur dans son workflow pour travailler de manière efficace. C'est pour ça que vous avez besoin à la fois de code en Java et en SQL. Et que les fameuses règles métiers, eh bien, elles vont être implémentées des deux côtés, mais pas pour résoudre les mêmes problèmes. Et on va faire un peu de SQL. Alors, qui aime bien faire du SQL? Ouais, quelques-uns quand même. Cool. Alors, est-ce que vous vous souvenez quelle norme SQL vous avez appris à l'école? SQL, il y a des standards, donc SQL 89, 92, etc., 99. Le plus récent, c'est 2014, 2016, je ne sais plus. 2014, j'aurais dit, mais j'ai un doute. Chaque nouvelle norme qui sort rend toutes les précédentes obsolètes. Donc tous ceux qui ont appris SQL 89 à l'école, c'est mort. Ceux qui ont appris SQL 92, c'est terminé depuis longtemps, etc. Donc là, on va faire un petit exercice qui requiert de connaître SQL 92. Ça va, c'est fair play. On n'est pas sur des notions temporelles avancées de SQL 2011 ou des expressions d'agrégation, comment ils appellent ça, hypothétiques. On a des agrégats hypothétiques en SQL 2011. C'est nécessaire pour faire des médianes ou des percentiles. Bon, mais là, on ne fait pas des agrégats hypothétiques, on fait juste du SQL 92. Donc l'idée, c'est qu'on a un compteur. Alors, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça pourrait être une notion temporelle. Toutes les 5 minutes, par exemple, vous enregistrez une information. Imaginez un compteur électrique, ou alors sur des VM en prod, si vous vendez de la VM, le nombre d'octets qui sont passés sur la carte réseau entre deux points de mesure. Donc, plutôt que de lire à haute voix des dates qui sont super longues, on met juste un tic, comme un tic d'horloge. Hein, voilà, c'est un tic d'horloge. Le nombre, c'est le débit réseau, la capacité électrique consommée, ce que vous voulez, c'est une consommation mesurée à chaque tic. Et donc, pour savoir sur cette période-là combien on a consommé, vous voyez bien que quand on passe de 10 à 20, en fait, on a juste consommé 10 de plus. Hein, c'est ça le modèle. Donc, en fait, ici, on est arrivé jusqu'à 40. La machine a rebooté, le compteur, il a fait un overlap, il y a eu un truc, bon, ça a repassé à 0. Et puis là, on est monté jusqu'à 60. Donc, en fait, on a consommé 40 plus 60. Donc, c'est ça la réponse qu'on doit donner à notre client. Donc, on va faire deux exercices. Essayez d'imaginer comment vous écririez le bout de code Java qui permet de répondre à la question. Donc là, il faut répondre 100.
Et puis, qui sait écrire le bout de SQL qui vient là, dans un premier temps, juste pour sélectionner 40 et 60 et ne sélectionner rien d'autre dans le résultat. Donc, qui pourrait l'écrire, ça? Et c'est SQL 92, hein. Donc, c'est passé en prod avec PG en 8.4. Donc, on va dire, en gros, ça fait 10 ans que vous n'avez plus d'excuses. Si vous ne savez pas faire ça, vous ne savez pas faire de SQL. Voilà. On regarde. Alors, le premier truc, c'est les window fonctions. Donc, il y en a une qui s'appelle lead. Et la window fonction, elle travaille toujours sur une clause. Ici, la clause, c'est over. Et on va dire order by tick. Donc, ici, lead, ça veut dire montre-moi le prochain élément quand je les classe par tick. Donc, vous voyez, quand je suis sur le tick numéro 1, je vois la valeur du tick numéro 2, le 10. Il remonte d'un cran. Vous voyez, à chaque fois, tac, ça fait une diagonale comme ça remonte d'un cran. Tout le monde voit le truc? Ouais? Ok. Donc, une fois que j'ai ça, c'est facile. Pardon, j'ai cliqué 2 fois. Non, j'ai cliqué plein de fois. Voilà. Donc, si le nombre d'avant il est plus petit, hein, si le nombre suivant pardon, est plus petit que le nombre en cours, c'est que j'ai eu un reset. Donc, je prends le nombre. Il m'intéresse. Si le suivant il est nul, c'est que je suis à la fin du tableau, donc je prends le nombre. Dans tous les autres cas, bah, il ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, si on fait une somme de ces trucs-là, on a 100 et on peut répondre au client, bah, voilà, la consommation sur la période, c'est 100. Et donc, ce truc-là, là, le fait de pouvoir voir d'autres lignes que celles sur laquelle on est en ce moment, ça s'appelle, en SQL, c'est des frames qui définissent. Il faut qu'on définisse une notion de pair, de parité, donc PER, une notion de paire. Donc, qui sont mes pairs? Quelles sont les lignes qui sont appareillées avec moi-même? Une fois qu'on a une notion de paire, on les encadre, hein, les pairs. Donc, on fait un framing. Donc, ici, la frame, c'est celle-là, hein, c'est order by tick, et donc elle est simple, mais il y a aussi du partitionnement, il y a pas mal de choses. Et on pourrait dire aussi qu'on ne veut voir que les 3 précédentes et les 2 suivantes. Il y a une expression compliquée. Hein, là, ce qu'on peut mettre dans la définition de la window, c'est la frame, c'est assez compliqué. Et ensuite, la window, l'idée, c'est parce que le cadre, on le fait glisser dans le jeu de résultats. C'est vraiment une vue fenêtrée. Donc, si vous avez, par exemple, une moyenne pondérée, une moyenne glissante à faire, eh ben, c'est une window fonction, la moyenne glissante. C'est super facile à faire avec une window fonction. Donc, si vous ne savez pas faire de window fonction, c'est SQL 92, bah, on peut dire que vous ne savez plus faire de SQL, hein, parce que maintenant, ça, c'est la base. Hein, Donc, quand vous faites ce genre de truc-là, quand vous le faites là, vous voyez, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes de SQL. Est-ce que vous auriez pu faire ça en moins de 9 lignes de Java ou moins? Peut-être, peut-être pas. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Java, mais ça sert à rien de le faire en Java, quoi. C'est juste. Et puis comme ça, si vous faites un sum par-dessus, vous récupérez uniquement 100, le résultat que vous attendiez dans votre appli, puis vous pouvez bosser, quoi. Vous avez autre chose à faire que d'aller compter les moutons, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important le SQL, il a beaucoup évolué, en fait, depuis la sortie dans les années 70-80. Et donc ça, c'est un des tout petites choses qu'on peut faire en SQL. On va regarder d'autres trucs. On va parler un peu d'extensibilité de Postgres et des différents index, et puis ensuite on va revenir avec un petit peu de requêtes sympas. Donc l'extensibilité de Postgres, elle se joue d'abord sur les index et les types de données. Donc sans modifier les sources de Postgres, vous pouvez lui rajouter des types de données et des index. Alors des types d'index dans PG, il y en a de plus en plus. Donc le type de base, c'est l'arbre B. Alors B, c'est pour balancer, équilibrer, c'est-à-dire qu'il a tout le temps autant de monde à gauche et à droite. Donc là, vous voyez une séquence d'insertion dans l'arbre. Donc ça, je pense que tout le monde l'a fait. Hein. Et puis vous voyez que l'arbre, il reste équilibré. C'est-à-dire il y a le nœud racine qui grandit petit à petit. Et puis au bout d'un moment, quand il n'y a plus de place dans le nœud racine, on fait une nouvelle racine, on split en deux et on remet tout. Et l'idée, c'est que on a un ordre de parcours de l'arbre qui nous permet de passer du plus petit au plus grand. Et c'est toujours le même. Pour faire un arbre B, un arbre comme ça, il nous faut une seule fonction de support, CMP. Donc CMP, elle retourne -1, 0 ou 1, hein, comme dans vos fonctions de comparaison de chaînes, etc. Il y a plein de fonctions CMP dans tous les langages qui font ça, parce que en général, c'est la fonction outil de base qu'on va donner à la fonction sort. La fonction de tri, on lui donne une fonction de comparaison en argument, elle l'applique à chaque fois aux éléments 2 par 2 et elle est capable de vous trier ce que vous voulez. Et puis, quand on a cette fonction-là, il faut qu'on ait un type de données dans lequel ces 5 opérateurs aient du sens. Donc en mathématiques, on appelle ça avoir un ordre total des éléments. Donc avec les entiers, ça marche bien, on a un ordre total. Si on fait de la géométrie, est-ce que la France, elle est à l'est ou à l'ouest de l'Angleterre, ou au nord ou au sud? Vous avez des villes en France qui sont au nord de certaines villes anglaises, vous avez des villes anglaises qui sont à l'est de certaines villes françaises, enfin c'est le bazar. On ne peut pas classer, dès qu'on a 2 dimensions,
Ça peut être le temps, donc quand vous avez une date de début, une date de fin, avec le chevauchement de tout à l'heure, ou quand c'est de la géométrie, c'est beaucoup plus facile à voir. Dès qu'on est en 2 dimensions, on peut plus avoir d'ordre total. Ça n'a plus de sens. Et donc, on a une autre API dans PostgreSQL, alors, qui existait, qui prédate PostgreSQL, qui a été intégrée dans PostgreSQL il y a quelques années maintenant, qui est Gist. Et alors, Gist, il travaille, au lieu de travailler avec CMP, il travaille avec Consistent, Same et Union. Donc, qui correspondent à des notions très particulières qui sont documentées, on ne fait pas ce qu'on veut. Et puis après, on a d'autres fonctions comme ça, penalty pick split, etc. Et les opérateurs, alors la première fois qu'on les lit, on se dit bah ça ressemble à rien. Mais souvenez-vous, quand vous étiez gamin, la première fois que vous avez lu l'opérateur égal est différent. Et puis encore aujourd'hui, différent en Java, en SQL et dans d'autres langages, ça s'écrit pas pareil. Hein. Des fois c'est point d'exclamation égal, des fois c'est inférieur supérieur. Si vous avez de l'Unicode avec du support Unicode dans votre langage, c'est le égal barré pour de vrai. Il y a plein de façons d'écrire différents, et puis il y a plein d'opérateurs comme ça. Alors celui-ci se lit contient. Donc on a un conteneur à gauche qui contient un élément à droite. Celui-ci c'est est contenu. Ça c'est chevauchement. Donc on a 2 notions de contenance et puis on regarde si elles contiennent des éléments communs. Le double hat, bah, ça dépend des types de données vraiment. Donc là on est sur des trucs un peu plus avancés. Souvent on s'en sert autour de la recherche full text. Égal, ça vous le connaissez. Celui-ci ça va être un chevauchement partiel, donc strictement à gauche et strictement à droite. Et puis on a des choses comme ça aussi. Alors il y a plein d'opérateurs. Avec Gist, avec les index de type Gist dans Postgres, on peut supporter un peu ce qu'on veut comme opérateur. Les plus classiques, c'est vraiment le chevauchement et puis la contenance. Par exemple, si vous indexez du JSON dans PostgreSQL et que vous cherchez tous les documents JSON qui contiennent un autre document JSON, donc vous avez un petit bout de template JSON et vous dites à Postgres, retrouve-moi tous les documents qui contiennent ce bout de JSON-là. Avec un index Gist, on va pouvoir le faire. Avec un index Bitry, évidemment, ça n'a pas de sens. On a ensuite les index qu'on appelle à cardinalité inversée. C'est-à-dire que normalement, dans un index, pour chaque entrée de l'index, vous avez un pointeur vers le document qui contient la donnée indexée. Et puis si vous avez 15 000 documents qui contiennent la même valeur, vous allez avoir 15 000 entrées dans l'index avec la même valeur et 15 000 pointeurs vers les 15 000 lignes qui contiennent cette valeur-là. Avec une cardinalité inversée, il faut penser, le cas d'usage, c'est full text ou JSON. Donc vous allez exploser vos documents avec l'ensemble des mots qu'ils contiennent et vous allez indexer les mots et l'ensemble des documents qui contiennent ces mots-là. Donc on inverse la cardinalité, parce qu'on va éclater les contenus qui sont dans la table et puis on va indexer ce qui est à l'intérieur. Avec un index normal, si vous indexez des tableaux d'entiers, vous allez indexer le tableau lui-même. Avec ces index-là, vous pouvez indexer les entiers qui sont contenus dans les tableaux. Donc on inverse comme ça. Et là, on a juste compare et consistent comme API. Et puis à partir de là, on peut construire avec les opérateurs de contenance à nouveau, d'overlap. Et puis après, ça dépend un petit peu des types de données. Ça permet de faire du full text. Donc Postgres en full text, ce qu'il fait, vous pouvez lui configurer comme d'habitude, dictionnaire, stemmer, etc., noise word et tout ça. Il va pouvoir traiter votre document à partir de votre configuration de dictionnaire et enregistrer dans son index le résultat de votre traitement. Et ensuite, quand vous faites une chaîne de recherche, il va appliquer la même approche avec le dictionnaire, etc., à votre chaîne de recherche et puis pouvoir comparer. Et donc, par exemple, les mots singuliers pluriels, les verbes qui ont été conjugués au passé ou au futur, etc., il va pouvoir s'en abstraire. Vous pouvez avoir un dictionnaire personnalisé avec des dictionnaires de synonymes et des choses comme ça qui n'ont du sens que dans votre domaine à vous. Postgres ne les connaît pas, mais vous pouvez les lui donner et les intégrer à votre configuration au moment où vous voulez dans le parsing. Enfin bon, vous avez du full text, quoi. Et le full text, au niveau indexation, repose sur ce qu'on vient de voir avant, les index inversés, GIN. On a aussi du SPGIST. L'idée, c'est que tous les index de PostgreSQL sont toujours maintenus équilibrés. Équilibré, ça veut dire que dans chaque portion de l'index, vous avez autant d'éléments. Alors là, l'exemple souvent c'est les Russes, dans la communauté Postgres, la plupart des améliorations des index ont été apportées par une équipe russe, donc avec Oleg, Théodore et puis de nos jours Alexander Korotkov, mais ils sont de plus en plus nombreux, mais c'est curieux, la plupart du temps, c'est les Russes qui nous font les index, c'est rigolo. Et donc là, l'exemple qu'ils avaient, c'est si vous indexez toutes les pizzas, les restaurants, donc les restaurants qui sont des pizzerias autour de chez vous, et que vous habitez à Lille ou en Sibérie, bon, la densité de l'index, elle n'est pas la même, quoi. Oui. Et quand vous avez un index qui doit être maintenu équilibré, et ben du coup, vous perdez vachement de place. Vous allez avoir un index super profond, alors qu'avec le même niveau de profondeur sur le nombre de pizzerias qui sont à Lille ou qui sont en Sibérie, ça n'a pas de sens. Donc, ils ont inventé un index SPGIST qui n'est pas balancé. Et donc cet arbre-là, vu en 2D,
vous voyez qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus partitionnés dans l'index, qui sont beaucoup plus précis. Donc là, il y a 2, 3, 4 niveaux de profondeur, alors que là, il n'y en a qu'un. Voilà, ça, traditionnellement, dans PostgreSQL, c'est pas possible. Il n'y a que cet index-là qui permet de le faire. Ensuite, il y a l'index Brin. Et donc là, c'est un Chilien qui l'a fait, c'est pas un Russe. Et donc Brin, c'est Block Range Index. Donc l'idée, c'est d'indexer. Alors le Brin n'a de sens que, par exemple, sur des colonnes qu'on requête rarement, mais quand on a des volumes de données gigantesques, on veut quand même des performances correctes. Et donc Brin, on va pouvoir le faire, par exemple, on va pouvoir indexer toutes les colonnes d'une table. Bon, ça n'a pas de sens avec un index Bitry d'indexer toutes les colonnes d'une table parce que la maintenance d'un index est très coûteuse en écriture. Dès qu'il y a un insert, un update ou un delete, il faut que l'index soit maintenu. Et avec PostgreSQL, la maintenance de l'index, elle est transactionnelle. C'est-à-dire qu'au moment du commit, quand vous recevez le message de commit dans votre application, l'index a déjà été mis à jour et les requêtes concurrentes, elles voient déjà les nouvelles données dans l'index. Ou alors sortie de l'index si c'est un delete. Brin, il est transactionnel également, mais il va enregistrer pour chaque bloc de données sur disque la valeur min et la valeur max. Donc vous n'aurez jamais la performance d'un arbre B. Par contre, vous pouvez avoir une performance qui est assez cool, par exemple, par bloc de 8 mégaoctets, 10 mégas ou 1 giga. Si vous avez des pétaoctets de données, avec ce truc-là, vous pouvez retrouver très rapidement quel segment de 1 giga contient vos données. Et ben, scanner 1 giga en mémoire ou 1 pétaoctet, c'est quand même pas la même chose. Du coup, sur des gros volumes, ce truc-là, c'est assez magique. Donc ça, c'est le tour des index. Alors, il y en a eu d'autres qui sont apparus en 9.6. Il y a des index de type Bloom qui sont pareils multicolonnes et qui sont utilisés pour faire des recherches donc plus rapides, mais avec un petit peu de perte de précision. Donc il faut avoir un recheck par-dessus. C'est quand même assez sympa. Et puis en extension maintenant, les gens qui ont fait Gin, eh ben maintenant ils ont fait Rom. On voulait leur faire vodka, mais on n'a pas trouvé l'acronyme. Qu'ils ont fait Rom à la place. Et donc, c'est pareil, c'est un index avancé un petit peu comme le Gin, mais avec qui enregistre plus d'informations, plus de métadonnées autour de ce que vous indexez et qui permet de résoudre plus de requêtes full text. Par exemple, compter les documents sans avoir à les récupérer depuis la base. Donc, donne-moi le nombre de documents qui ressemblent à machin. Avec un index Rom, il va être capable de répondre directement depuis l'index sans avoir à rapatrier les documents depuis la base de données. Alors que traditionnellement, c'est une requête assez coûteuse dans le monde du full text. Et puis, en fait, en 9.6 ou 10, je ne sais plus déjà, on a intégré dans PostgreSQL la possibilité en fait, de faire des index sans les contribuer à PostgreSQL. Donc, on peut faire des extensions qui sont des index, y compris avec la gestion crash recovery, etc., etc., ce qui était compliqué avant. Et donc, on a de plus en plus d'index comme ça qui sont contribués, qui sont maintenus par la communauté, mais pas forcément dans PostgreSQL. Donc, quand vous faites apt-get install Postgres, vous ne les avez pas forcément. Il faut peut-être rajouter un autre package et ensuite create extension et vous avez un nouveau type d'index. Et parfois des nouveaux types de données, plein de choses comme ça. C'est ça l'extensibilité de PG. Donc ça, c'était pour rappeler un peu par rapport à la concurrence. Donc quand vous avez par exemple un Memcache ou un Elasticsearch, donc quand vous avez un projet qui tourne avec Postgres et puis tout d'un coup vous avez des besoins de recherche full text. Les utilisateurs peuvent taper des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est, il faut chercher dans des documents. Donc premier réflexe, on va mettre un Elasticsearch. Bon, mais ça veut dire quand on met Elasticsearch, il y a deux choses qui se passent. La première qui est très très bien, vous avez un moteur de recherche de texte qui est très avancé, avec beaucoup d'algorithmes modernes. Il sait faire vraiment beaucoup de choses, il est très rapide. Deuxième chose qui se passe, Elasticsearch ne sera jamais transactionnel. C'est-à-dire que votre recherche full text, elle est déconnectée de ce qui se passe sur votre base de données de prod. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas? Ça dépend de vous, mais si vous gérez un catalogue produit, ça peut être problématique. Si vous gérez d'autres types d'éléments, peut-être que d'avoir un Elasticsearch, c'est un cache en fait. Peut-être que d'avoir un cache dans lequel on peut faire des recherches puissantes, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Mais peut-être que vous aurez des problèmes parce que les index ne sont pas maintenus à jour. Au moment du commit, l'index, il est jamais à jour. Donc on a un modèle de consistance éventuelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où on regarde, c'est jamais consistant. Ce sera consistant un jour, mais on ne sait jamais quand. Donc, et au moment où on regarde, ça ne l'est pas. Donc, est-ce que ça va être un souci pour votre application? Est-ce que vous allez passer votre temps à écrire du code qui permet d'aller choper dans l'index des infos dont on est sûr qu'elles sont déjà en base ou qu'elles n'ont pas été virées de la base entre-temps par un delete, une purge nocturne? Est-ce qu'on coupe l'accès au système pendant la purge nocturne parce que c'est pas transactionnel? Enfin, il faut penser à tout ça, quoi. Du coup, l'intérêt d'avoir des index qui permettent de soutenir des recherches full text avec tous les algos habituels de stemming, de dictionnaire, de recherche avancée, etc.
dans PostgreSQL, ça peut avoir du sens. Ça a du sens, une fois de plus, hein, le SGBD, le problème qu'il résout, c'est l'accès concurrent aux données. Donc avoir des index full text, dans Postgres, et avoir du SQL puissant et avancé, ça a du sens quand ça permet d'implémenter de manière plus simple pour votre application des traitements qui vont être par nature concurrents. Il y a plein de choses qui bougent en même temps et vous voulez avoir un résultat juste au moment où vous regardez. Si vous n'avez pas besoin que le résultat soit correct, vous n'avez pas besoin de transactions. Et vous pouvez utiliser des systèmes de cache avec des caractéristiques de performance et des algorithmes de recherche, etc., qui sont peut-être beaucoup plus pointus sur votre domaine d'application. Mais attention, ils ne sont pas transactionnels. Et du coup, puisqu'on parle de traitement des données, je suis venu avec quelques exemples. Donc là, on a un exemple qui s'appelle une extension qui s'appelle IP4R et qui permet de faire des ranges. Donc on charge Geolite, ça vient de MaxMind, et puis on peut dire, voilà, j'ai une adresse IP, retrouve-moi le range auquel appartient cette adresse IP. Donc avant, maintenant ça s'écrit, je vous ai dit add supérieur, la contenance. À l'époque, c'était pas encore bien clair, donc ça s'écrivait comme ça, supérieur, supérieur égal. Et puis le mec qui maintient ça, il n'a pas voulu casser la compatibilité, donc ça s'écrit toujours comme ça avec IP range. Et donc quand on fait ça, donc là moi j'avais juste fait sur mon laptop host google.com et puis il me dit dans la base MaxMind Google a priori il est en Californie à Mountain View avec cette géolocalisation là. Vous voyez c'est un location, c'est un champ de type point, donc avec longitude, latitude ou dans l'autre sens, je sais jamais. Et donc on peut tout à fait demander à PostgreSQL par exemple. Donc ça c'était la requête que j'avais faite il y a quelques années dans une conférence qui était à Dublin. Donc si je me souviens bien. Et donc ça, c'était l'IP de l'hôtel. Et donc, en gros, on lui dit, donne-moi la liste des 10 pubs les plus proches de l'hôtel. Bon, alors, comme on était en Irlande, le plus proche, il est très proche. Hein. Voilà, il y en a partout. Pub, ça vient de public house. Hein. Avant, c'était là où les gens se retrouvaient. Ils s'invitent pas les uns chez les autres en Irlande. Hein. Ils vont tous au pub. Donc, c'est important qu'il y ait des pubs partout. Et c'est culturel, quoi. C'est pas juste pour la bière. Il y en a aussi, mais... Et donc là, vous avez une requête SQL, alors qui est simple, hein, puisqu'elle tient sur un slide. Alors évidemment, hein, elle n'est pas commentée puisqu'elle est sur un slide, j'ai pas la place de tout mettre, mais quand vous mettez ça dans votre code, une requête de ce type-là, vous savez qu'en SQL, vous avez le droit à des commentaires, hein, comme en Java, en C, en PHP, dans tous les langages de programmation. Vous avez le droit de mettre des commentaires. Donc évidemment, dès que vous écrivez une requête SQL, vous mettez des commentaires. Alors, quels arguments elle attend, etc. Vous les stockez dans des fichiers .SQL. Comme ça, vous avez la coloration syntaxique. Et puis vous mettez des commentaires qui expliquent ce que ça fait. Là, par exemple, il manque un commentaire crucial. Ici, on a from pubnames, geoloc. Donc le virgule ici, et on n'a pas de clause de jointure. Donc avant 1983, je crois, on écrivait les clauses de jointure dans la clause where, parce que la clause join n'avait pas été inventée. Bon, de nos jours, on a les jointures internes, externes, etc. Donc inner join, left join, on a même les lateral join, on a plein de choses. Donc on n'écrit plus les clauses join dans les clauses where. Hein, évidemment, personne ne le fait dans cette salle. Les jointures, vous les faites pas dans les clauses where. Hein, ça, c'était avant 1983. Mais donc là, quand on met une virgule, ça veut dire qu'on fait un produit cartésien. Donc on va multiplier la cardinalité du résultat de manière assez explosive. Mais le geoloc, vous voyez, ici, c'est ce qui est revenu ici. La clause with, vous connaissiez? Pareil, hein, ça c'est 92. Hein. Donc with, c'est ce qu'on appelle une CTE, Common Table Expression. Donc ici, en fait, on précalcule ça et on l'injecte dans le résultat ici. Et comme on a ici un opérateur de recherche de contenance sur un type de données dans lequel on a une contrainte d'exclusion, souvenez-vous, on exclut le chevauchement. Donc on a une garantie intrinsèque que pour une seule IP donnée, j'aurai un seul range d'adresse IP qui la contienne, puisque j'ai une contrainte d'intégrité qui me garantit ça dans Postgres. Et donc là, je sais que j'aurai une seule ligne qui ressort de la table geoloc. Et donc ici, mon produit cartésien, il est multiplié par 1. Donc en fait, bon, c'est acceptable. Mais sans le commentaire qui explique ça, la requête, normalement, elle passe pas votre revue de code. Hein. Mais bon. Et cet opérateur ici, il est fourni par l'extension Earth Distance qui permet de calculer des distances. Alors comme c'est un Américain qui l'a fait, il calcule en miles. Bon. Mais c'est facile à transférer après en kilomètres hein, si vous avez besoin. Mais bon, là, c'est des miles. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce temps de calcul là, donc là, j'avais chargé tous les pubs de UK, Irlande, etc. Donc toute cette zone géographique là depuis Wikipédia. J'avais fait ça sur un laptop qui était pas ce modèle-là, c'était encore plus vieux que ça. Donc un laptop qui est fait pour voyager, hein, pas fait pour être rapide. Et on a 3 millisecondes de temps de réponse. Ça veut dire qu'il vous reste un petit peu de temps dans l'application pour générer une couche, genre peut-être à la Airbnb, avec l'endroit où les gens se trouvent, où on a les pubs, etc.
Donc l'idée, si vous voulez finir l'application, donc l'application pour pas attraper soif, vous pouvez faire ça. Et la requête PG, elle prend 3 millisecondes. Donc le budget, il est raisonnable. Vous avez encore le temps de faire toute la couche graphique. Hein. Chez Amazon, ils disent qu'après 20 millisecondes de temps de rendu, si les pages commencent pas à apparaître au bout de 20 millisecondes, ils perdent de l'argent. Mais là, sur 20 millisecondes, il vous en reste encore un petit peu, ça va. Pour terminer, il y avait un truc rigolo que j'avais vu avec des requêtes sur les matchs de basket, donc la NBA. En basket, il y a un paramètre de stat qui est vachement important, c'est le taux de rebond. C'est-à-dire combien de rebonds vous arrivez à piquer à l'adversaire. Donc il essaye de marquer un panier, il n'y arrive pas, vous lui piquez le ballon. Donc ça, c'est un rebond défensif. Ou alors vous essayez de marquer un panier, ça marche pas, et vous récupérez le ballon et vous pouvez réessayer. Ça, c'est un rebond défensif. Peut-être le contraire, je sais plus. Et donc, il y avait un article qui était tout fier de montrer que ça y est, dans MongoDB, dans le langage de requête, ils savent faire des agrégats. Je suis bah, chouette, nous, ça fait 40 ans, on va regarder. Et puis, alors, ils nous disent, voilà, regardez, on a chargé une base de données, et puis on a cherché partout. Donc, la seule équipe qui a réussi à gagner en ne faisant que 14 rebonds défensifs, donc 14 rebonds défensifs, c'est le plus petit nombre de rebonds défensifs qu'il y a eu dans toutes les stats des matchs de la NBA et de toute l'histoire de la NBA. Et il y a une équipe en faisant ce score qui est le plus petit des stats du jeu, elle a quand même gagné son match. Enfin, je trouve, ah oui, c'est rigolo comme stat. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'il donnait pas la requête MongoDB qui permet de la sortir. Tiens, c'est bizarre quand même. Donc j'ai chargé les données évidemment dans une base Postgres. Alors le modèle n'a pas été optimisé. Hein. Et voilà à quoi ça ressemble dans PostgreSQL pour faire ça. Donc ici, le with tout en haut, eh bien, il permet de sortir, on va pas coder 14 en dur, donc là on va chercher le 14 en fait. Le DRB c'est les rebonds, et on va chercher le plus petit rebond. Donc une fois, vous voyez, avec min des rebonds, over, donc on a une clause ouverte, donc quelles sont les lignes qui sont appareillées à celle-là, ben, c'est tout le jeu de résultats. Et donc dans tout notre jeu de résultats, on prend le min. Ouais, et puis donc là on va chercher tout ça, et ensuite, donc en gros vous avez déjà fait du MVC, modèle vue contrôleur. Donc là on va chercher d'abord une info, ensuite on a c'est celle d'après, non c'est pas la modèle vue contrôleur, je vous embête pour rien. Et bref, donc on va chercher ça, on fait nos stats, et puis on va chercher toutes les équipes qui ont le minimum de rebonds et qui ont gagné. Ah ben il y en a 4 en fait, dans leur jeu de données à eux. Bon, j'ai pas essayé d'écrire la requête avec Mongo, j'y connais rien, mais en SQL, il y a 4 équipes qui ont gagné en ne faisant que 14 rebonds défensifs. Et vous avez les matchs avec les dates et puis les équipes. Et c'est là qu'on fait du MVC, vite fait, pendant qu'on fait des stats, ce qui peut être rigolo. Donc là, on va chercher pareil le min et le max des rebonds. Et puis on va essayer de dessiner, donc ça c'est l'initialisation, le modèle, et puis le contrôleur. On va essayer d'aller chercher... je vous montre le résultat, c'est peut-être plus simple de comprendre la requête après. Voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, on va distribuer le nombre de rebonds de chaque match, et puis on va les distribuer dans des histogrammes, qui sont calculés dynamiquement par Postgres. Et donc là, c'est combien de matchs tombent dans cet histogramme entre 25 et 30 rebonds par match. Et donc si on vous demande ça vite fait, le département marketing, il veut un résultat un petit peu... voilà. Donc la technique, ici, là, vous voyez, on répète l'étoile avec une règle de 3 basée sur 30, parce qu'en gros, j'ai 30 colonnes affichées dans le slide. Hein. Si vous avez un grand écran, vous pouvez mettre 120. Mais là, j'ai 30 colonnes. Donc voilà, ça, c'est juste la couche de présentation. Donc c'est le contrôleur. Et puis le modèle, ici, c'est avec la fonction widthBucket. On va grouper par bucket et on va compter la fréquence, donc le nombre de fois qu'on a eu un match qui est tombé dans ce bucket-là. Vous voyez, là, c'est pareil, hein, ça tient sur un slide, donc c'est une requête facile. Et puis ça nous donne ça, donc ça c'est rigolo pour avoir tout de suite un point de vue rapide sur la répartition, la distribution de vos données en base. Là, qu'est-ce qu'on a Wiz, vous connaissez? Est-ce que vous connaissez Returning? Returning, alors je ne sais plus si c'est dans le standard SQL, mais on l'a dans PG depuis bien longtemps maintenant. Donc je ne crois pas que vous ayez le droit d'utiliser une version de PG en prod qui ne dispose pas de returning, hein, puisqu'on maintient PG 5 ans à peu près. Donc aujourd'hui, la version la plus vieille de PG que vous avez le droit d'avoir en prod, ça doit être 9.2 ou 9.3. 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10. Ouais, donc c'est 9.3. Et donc en 9.3, il y avait déjà returning. Hein. Donc vous l'avez forcément, ce truc-là. Qui l'a déjà utilisé? Ouais, beaucoup, c'est bien. Donc ça permet de récupérer ce que vous voulez en fait. Donc vous faites un insert et vous récupérez avec le returning, vous récupérez l'ID que vous venez d'insérer en base. Donc c'est assez pratique. Et évidemment, on peut le mettre dans une clause with pour dire, pour faire une jointure derrière, parce qu'en fait un insert c'est une projection, ça retourne des choses. On peut aller chercher le reste en faisant une jointure ici.
On peut aussi faire un with delete ce que vous voulez en base, un archivage, returning étoile. Vous faites un insert dans une autre table. Donc un archivage, c'est un with delete insert. Et tout se fait côté serveur, vous rapatriez pas les données côté Java, vous n'avez pas de trucs compliqués à faire. Juste côté serveur, vous faites un with delete, insert into archive. Voilà, c'est bon. Ça fait un flux de données rapide. Et des jointures dans PG, on peut en faire en select. On vient d'avoir une en insert, une jointure sur un insert. On peut évidemment en faire sur un update. Et là, c'est un exemple canonique, c'est un update or insert. Donc vous avez un jeu de données que vous voulez intégrer à votre base. Et puis vous faites un update sur tout ce que vous trouvez. Et puis ici, c'est ce qu'on appelle un anti-join, c'est-à-dire un left join where is null. Vous trouvez toutes les lignes qui n'ont pas matché. Donc c'est un anti-join. Et donc avec un anti-join, vous faites un insert de ce qui n'a pas été mis à jour avec l'update. Alors ça marche très bien. Ça ne permet pas de gérer la concurrence d'accès. Si vous en avez deux en même temps qui font ça, vous allez avoir des conflits parce que lui, il va dire qu'il a réussi à faire l'update et puis l'autre, pendant ce temps-là, il n'a pas réussi, il va faire l'insert, etc. Ils vont se marcher dessus. Donc il faut faire attention quand même. Depuis PG 9.5, vous avez un ordre insert on conflict update. Donc si vous avez de la concurrence d'accès avec insert or update, regardez cet ordre-là, insert on conflict. Et donc le on conflict vous permet de préciser sur quoi vous avez un conflit et comment vous voulez réagir. Donc par exemple un conflit de clé primaire, donc vous nommez la clé primaire. Et si jamais j'ai un conflit de clé primaire quand je fais un insert, à la place, eh bien comme la donnée existe déjà, je peux faire un update +1. Ou alors si c'est un conflit sur une autre clé, peut-être que vous faire do nothing, c'est-à-dire que non, j'ignore l'ordre dans ce cas-là parce que je l'avais déjà fait. Et donc vous pouvez faire des scripts idempotents de manière assez simple en utilisant. Donc c'est le insert on conflict. Et puis pour le plaisir, un petit lateral join. Donc qui a déjà fait un lateral join? Ouais, vous n'êtes pas très nombreux. Donc ça c'est pareil, ça fait partie du standard SQL, quoi. Alors PG on l'a que depuis 9.3, donc on fait un peu les malins, mais ça fait pas très longtemps qu'on l'a implémenté. Mais ça fait vraiment partie de l'outillage SQL de base aujourd'hui, quoi. Donc les window functions, les CTI, les lateral join, tous ces trucs-là, la close returning, c'est le kit de base. Sans ça, vous galérez, vous faites du Java à la place de faire du SQL. Et ce que vous faites en 10 lignes, c'est un peu relou à écrire, quoi. Et donc là, l'idée, c'est que vous faites un top N, c'est-à-dire que donc vous avez des gens qui souscrivent à des articles qui chacun sont sur des topics. Et donc vous voulez avoir les 10 articles les plus récents, order by created desk, donc les 10 articles les plus récents par topic pour les gens qui sont souscrits. Donc vous donnez le user ID ici et vous chopez pour un user ID, s'il a 10 souscriptions, vous allez aller choper 10 x 10, 100 articles. En écrivant la requête de cette manière-là, PG va aller lire 100 lignes en base, les 100 articles les plus récents. La plupart des autres écritures de cette requête-là vont aller lire un nombre incroyable de lignes, ou alors vous allez être obligé de faire 10 allers-retours depuis votre application, votre back-end, vers la base. En moyenne, le ping que vous aurez en prod, il est autour de 1 milliseconde. 10 allers-retours, c'est 10 millisecondes de perdu. Juste sur les allers-retours réseau, sans parler du transport des données, ni rien. Donc juste pour faire cette requête-là, perdre 10 millisecondes avant d'avoir commencé, c'est un peu dommage. Et donc on dit souvent que la jointure latérale en SQL, elle permet d'implémenter des boucles. Donc quand on a l'habitude de penser en impératif, c'est assez rassurant, on fait des boucles comme on a l'habitude d'en faire. Donc dès qu'on a compris le latéral, c'est un piège, on a tendance à l'utiliser tout le temps, même quand on n'en a pas besoin, parce qu'on maîtrise dans quel sens le moteur va faire les boucles après. Mais quand on ne le connaît pas du tout, c'est quand même intéressant de le regarder. Et on va conclure là-dessus. Donc là, je vous ai mis deux logos de base de données, de système de base de données que vous reconnaissez peut-être. L'éléphant CPG, puis la feuille verte, c'est Mongo, hein, c'est ça? Ouais, bon. Voilà, donc j'ai essayé de résumer pourquoi je pense que PostgreSQL is SQL et que le NoSQL, bon, des fois on en a besoin, mais en général, à mon vieux PG, ça fait le boulot. Hein. Donc il faut vraiment se poser la question, c'est quoi le boulot qu'on veut lui faire avant de dire est-ce qu'il fait le boulot ou pas. Et vous voyez bien qu'on peut lui faire pas mal de trucs différents quand même à notre petit PG. Et je pense que si vous avez des questions, le mieux c'est peut-être de les poser. On a le temps maintenant ou on passe directement? Ah ben on a le temps maintenant. Vous avez des questions? Ouais. Comment on fait du coup? Ouais. Alors, les rares fois où j'ai eu besoin d'utiliser MySQL, c'était dans le cadre d'une migration vers Postgres. Ouais. Sinon, je refuse d'utiliser MySQL. Ouais.
Il faut bien regarder les contraintes d'acidité qui sont apportées par Postgres et ensuite les capacités de traitement des données. Et en fait, quand je regarde MySQL, je ne lui trouve aucun cas d'usage qui m'intéresse. J'ai jamais réussi à avoir un cas d'usage dans lequel je me suis dit, ah bah tiens, MySQL, ça va être bien. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. D'autres questions? Ouais. 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 Alors du coup, la question, c'est pour pour l'enregistrement. Je répète la question. Donc c'est pour la haute disponibilité avec PostgreSQL. Et quand on fait de la haute dispo, on réplique les données en général. Ouais. Parce que l'idée, c'est d'avoir la haute disponibilité à la fois des données. Donc quoi qu'il arrive, on ne veut pas perdre les données. Donc ça, c'est d'abord un système de backup et de restauration. Donc pour de la haute dispo, le premier truc, c'est d'être capable de restaurer des backups rapidement. Donc avoir une automatisation complète de la restauration des backups. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas de haute disponibilité, c'est pas vrai, parce qu'on n'est pas capable de récupérer les données dans le cas le pire. Et une fois qu'on a ça, on peut avoir des systèmes de haute disponibilité qui sont plus réactifs, c'est-à-dire qu'en cas de perte des données, on est capable de réagir plus rapidement. Donc il y a deux cas de perte de données, soit on perd le serveur lui-même, et c'est là où ce genre de diagramme va être intéressant, c'est-à-dire que si on perd le primaire, on peut passer sur le secondaire. Et le deuxième cas, ce qu'il faut se souvenir dans la haute dispo, c'est que le cas d'erreur numéro un, c'est une erreur humaine. Donc c'est le mec qui fait un truncate, un drop table ou un delete sans closeware en prod. Ça, c'est le cas d'erreur numéro un. Et loin derrière, il y a les défaillances matérielles. Donc le numéro un, c'est vraiment ou un reboot de la mauvaise machine. Hein. Ça peut être ça. Donc reboot de la mauvaise machine, c'est pas grave. Le primaire revient, on a perdu 5 minutes. Les 5-9 qu'on voulait avoir dans l'année, bah, c'est foutu. Cette année-là, on les aura pas. Euh, mais bon, au moins, on n'a pas perdu de données et tout va bien. Donc le nerf de la guerre, c'est les data, quoi. Et donc pour la haute dispo, faut un système de backup et restauration, et il faut idéalement un système qui est capable de prendre le relais en cas de défaillance d'un nœud. Et ensuite, on voit bien que dans le cas du delete qui est passé en prod au lieu d'être fait sur la machine de test du développeur, euh, en fait, c'est impressionnant à quel point les drop tables, delete, truncate sont les commandes qui se répliquent le plus rapidement du monde. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des problèmes de lag de réplication et le jour où vous faites un delete en prod, celui-là, le temps de s'en apercevoir, il est déjà répliqué. C'est terminé, c'est trop tard. Et donc un standby n'est jamais un backup. Jamais, jamais. Ceci dit, dans Postgres, vous pouvez avoir un standby auquel vous demandez d'avoir un certain délai de retard. C'est-à-dire que le standby, il va rejouer les transactions qui ont été jouées les plus fraîches il y a tant de temps sur le primaire. Donc, vous pouvez avoir une demi-heure, 2 heures, 5 heures de retard sur votre production. Donc, comme ça, vous avez, si vous mettez 5 heures de retard, vous avez 5 heures pour réagir. C'est pas mal. Mais effectivement, pour la haute disponibilité, comme la clé, c'est d'abord les données, en général, on duplique les données pour les avoir à deux endroits différents en cas de défaillance technique. Et du coup, dans PG, le fait d'avoir les données à deux endroits, les mêmes données, de les maintenir, c'est le streaming réplication. Ouais. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Alors, on peut utiliser le streaming réplication pour faire du load balancing et depuis PG 9.6, on peut faire de la réplication logique. La réplication streaming, c'est la réplication physique. On peut aussi faire la réplication logique, donc de seulement quelques tables. Et on peut tout à fait se servir de la même techno pour faire de la répartition de charge. Simplement, si ce serveur-là, il fait de la répartition de charge, le jour où le primaire est défaillant, est-ce qu'il va être capable de gérer la charge du primaire plus la charge qu'il avait à gérer lui-même? Donc, j'avais proposé une terminologie un peu différente, où on parlait un peu comme chez les abeilles, de reines, de princesses et d'ouvrières. C'est-à-dire que les princesses, on leur demande pas de faire le boulot d'une ouvrière. Hein. Les princesses, elles sont là au cas où il y a une défaillance de la reine et elles prennent le relais. Et c'est tout ce qu'elles font. Hein. Une princesse, on lui demande jamais rien d'autre. Et donc, ça permet d'avoir une architecture très claire dans laquelle on a de la haute disponibilité avec la reine et les princesses, et dans laquelle on peut avoir également de la répartition de charges avec les ouvrières. Et dans le monde de PG, pour maintenir à la fois les princesses et les ouvrières, on va utiliser soit streaming réplication, soit réplication logique, qui sont les deux outils intégrés dans PG. L'outil streaming réplication ne sous-entend pas qu'on en fasse de la répartition de charges plutôt que de la haute disponibilité. Ouais. Répartition de charges sur un seul nœud, c'est la question?
Ouais. Avec ce dessin-là, on peut tout à fait le faire. Donc là, la question consiste à savoir comment faire de la répartition de charge avec Postgres. Et effectivement, la répartition de charge sous-entend d'avoir plusieurs nœuds qui sont maintenus, avec le même jeu de données qui est maintenu. Et ça, avec PG, le plus simple pour maintenir le même jeu de données sur plusieurs nœuds, donc on va pouvoir requêter de manière... enfin, on peut distribuer la charge de requête en lecture sur les différents nœuds qui ont le même jeu de données. Et la maintenance de ces nœuds-là, on le fait avec la réplication streaming qui est intégrée à PG. Exactement, ouais. Oui, je l'ai mal expliqué. Donc c'est ça la clé, ouais. C'est que ici, en fait, le primaire est le seul nœud à pouvoir accepter les requêtes en écriture, les modifications de base de données. Et il va streamer avec ce protocole-là les modifications qui ont été faites au primaire sur d'autres nœuds, donc les archives à des fins de restauration de données, et puis les deux nœuds qui sont en stand-by. Eh bien, les nœuds qui sont en stand-by, eux, ils sont ouverts en lecture seule. Donc pour la répartition de charge, on peut répartir la charge en lecture seule sur les nœuds qui sont des nœuds de stand-by, effectivement. Alors, alors en Java, vous pouvez le faire depuis longtemps, JDBC. Donc la question, c'est sur la répartition de charge et la haute dispo côté client. En JDBC, vous pouvez mettre plusieurs adresses de serveurs. Il va se connecter et utiliser le premier qui répond. Dans PostgreSQL avec la libpq10, vous pouvez faire ça et vous pouvez aussi préciser si c'est un serveur, si c'est une connexion, il y a des propriétés de connexion que vous pouvez demander. Et donc vous pouvez donner une chaîne de connexion avec 5 ou 6 serveurs et dire je veux du read-only ou du read-write. Et l'IPQ va se connecter à tout le monde dans l'ordre et le premier qui répond avec les bonnes propriétés de connexion sera le nœud utilisé. Donc la haute disponibilité, c'est une question intéressante, hein, c'est important. Il faut la gérer aussi côté client. Et donc soit avec un pool de connexion, soit avec des outils comme pgbouncer. Il y a un outil qui s'appelle pgpool, donc l'utilisez pas, c'est compliqué à gérer. Il essaie de résoudre 3 problèmes différents et ça marche jamais. Donc on va simplifier le débat, on l'utilise pas. Donc pgbouncer est très bien. Il répond pas à tous les cas d'usage, par contre, il est très bien quand vous avez le bon cas d'usage. Dans les autres cas, il va vous mettre une épine dans le pied, ça va être compliqué. Et à partir de PostgreSQL 10, utilisez la libpq10 qui vous permet de faire la haute dispo côté client. D'autres questions? Ouais. Alors, pgpool, il essaye de résoudre 3 problèmes différents. Ouais. Mais alors après, il y a peut-être des cas d'usage qui marchent. Moi, j'en ai jamais vu, mais ça existe sûrement. Ouais. Alors après, donc sur pgpool, moi, ça fait quelques années que je m'en suis pas servi, que j'ai plus essayé, que j'ai abandonné. Il est possible qu'ils aient beaucoup amélioré le produit, je sais pas. C'est fait par des gens sérieux, hein, mais c'est juste qu'ils essayaient de résoudre trop de problèmes à la fois et à un moment, il n'y avait plus rien qui marchait, quoi. Donc j'ai peut-être exagéré sur pgpool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça dépend de la couche SSL. Si vous voulez, pour toute la partie architecture de streaming, on peut voir après. Ouais, ce sera. Il y aura sûrement d'autres questions encore. Ouais. Ouais. Alors, mm, mm. Donc la question, c'est sur la disponibilité des données quand on insère sur le primaire et puis on va lire sur le standby. Alors, dans la configuration de Postgres, on a 3 niveaux de réplication, de garantie de réplication. Donc, on a le mode, enfin, 4 même, donc le mode local uniquement. Ensuite, on a et en mode remote, on a remote apply ou remote, je sais plus j'ai oublié le nom du paramètre. Ce que ça veut dire, c'est que le PostgreSQL, il va écrire dans son journal sur le primaire. Il va envoyer son écriture de journal au secondaire. Il va attendre que le secondaire lui dise c'est bon, je l'ai écrite, avant de répondre au client. En mode réplication asynchrone, il n'attend pas que le standby lui ait dit c'est bon, je l'ai eu. Donc si on est en réplication asynchrone, au moment où le primaire répond, on ne sait pas du tout où on en est.
Et du coup, quand on se connecte au secondaire pour lire ce qu'on vient d'écrire, on a très peu de chances de l'avoir. En réplication synchrone, on peut être en remote write ou remote apply. Remote write, le primaire ne répond que quand il a la garantie que le standby a écrit dans son journal de transaction local la transaction. Mais on ne sait toujours pas si la donnée est visible. Et donc à ce moment-là, on répond là, on a une meilleure garantie en termes de disponibilité de la donnée, puisqu'on sait qu'elle a été reçue sur le standby. Donc en cas de crash du primaire, le standby prend le relais, il a la donnée. Ensuite, on a remote apply. Et donc en remote apply, le primaire attend que le standby lui dise non seulement j'ai reçu le journal de transaction, mais également je l'ai rejoué. Et donc là, on sait que la donnée a été rejouée, donc la modification a déjà été apportée sur le standby. Donc après, il reste des cas de conflit à gérer, mais là, on en parlera plus tard peut-être. Et donc, dans la plupart des cas, ça veut dire que sur le standby, on peut déjà lire la donnée. Donc ça, c'est Remote Apply, et c'est PG 9.5 ou 9.6, quelque chose comme ça. Il faut regarder dans la doc. Et donc, il faut être en réplication synchrone et avec ce paramètre-là. Ce qui est intéressant avec Postgres, c'est que j'ai pas dit avant, c'est pareil, je crois qu'encore aujourd'hui, c'est le seul système qui sache faire ça. C'est que ce mode de réplication-là, qui est vachement important, synchrone, asynchrone, et quel niveau de garantie vous voulez avoir, il est réglable pour chaque transaction de manière autonome. C'est-à-dire que vous pouvez avoir sur le même système des transactions qui ne sont jouées que en local, des transactions qui sont asynchrones et des transactions qui sont synchrones. Vous pouvez même avoir un trigger qui regarde et attends, à partir de tel montant, j'attends le standby, parce que je veux quand même pas perdre une transaction aussi élevée. Mais pour des petits montants du quotidien, mon taux de risque il est faible et du coup je suis en réplication asynchrone, c'est pas grave. Voilà. Et donc ça, chaque transaction de PostgreSQL peut avoir un mode de garantie différent et spécialisé. Vous avez d'autres questions? Ouais. 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 Donc la question concerne le stockage des géométries des points. Donc on les voyait mieux, je crois, ici. Non, c'était ça. Donc c'est toujours la même chose dans PostgreSQL. Si vous avez un type de données qui est plus proche du traitement que vous voulez faire dans votre application, c'est toujours le type de données à privilégier. Donc la question c'est est-ce que la géoloc, on va l'enregistrer dans 2 colonnes séparées ou dans une seule? Eh bien en fait, quand on exploite la géoloc, ici, on a un calcul de distance entre 2 géolocalisations. Et ça, Postgres, il sait le faire parce que dans une seule donnée, il a la géolocalisation. Donc il a longitude, latitude à un seul endroit. Et donc, il peut vous faire après des calculs de distance. La distance ici, les 2 distances sont en base parce qu'elle est calculée à partir de ce point-là, mais ça pourrait être aussi une géoloc que vous avez directement. Si au lieu d'un laptop, c'est une appli mobile, le mobile, il va vous donner sa géoloc et donc vous pouvez l'envoyer en paramètre APG directement. Et PG, il saura quoi en faire. Donc, mon conseil, c'est de toujours utiliser le type de données le plus riche, on va dire, le plus proche du traitement que vous voulez en faire. Parce que sinon, vous mettez texte, puis tout marche en texte. Non, mais c'est une réponse par l'absurde, mais ça permet d'illustrer un petit peu le propos, quoi. Si on sait pas trop, on met texte, on peut toujours encoder un truc en texte et puis on se fait tout côté client. Mais longitude, latitude, en général, on les requête ensemble et en général, c'est des données dont la sémantique dépend du fait qu'elles soient traitées en même temps, quoi. On peut pas, à moins que vous ayez des requêtes qui fassent des calculs que sur la longitude ou que sur la latitude. Là, c'est différent. Moi, j'y connais pas grand-chose dans ces domaines-là, donc il y a peut-être du sens à faire ça, je sais pas. Mais si vous avez un domaine applicatif dans lequel ça a du sens de les traiter séparément, autant les enregistrer séparément, parce que c'est ça qui a du sens pour vous. Mais si c'est la plupart du temps, la géoloc, c'est un point longitude, latitude, et c'est ça votre unité de valeur sur laquelle vous allez travailler. Alors, en termes de précision, il faut être relativement clair. Avec longitude, latitude, on va pas aller. C'est 2 entiers de mémoire, c'est 2 entiers 32 bits. Donc c'est pas fait pour de la précision. Donc ça va être très bien pour des calculs de distance proches. La géométrie euclidienne, elle considère, je sais pas jusqu'à combien elle marche, mais je sais même plus si c'est en mètres ou en kilomètres. On va dire, c'est 100 km de rayon. On peut considérer que la Terre est plate.
plus de 100 km, c'est compliqué de considérer que la Terre est plate. On commence à avoir des problèmes de modélisation et de calcul. Si vous voulez faire des trucs qui ont besoin de savoir que la Terre est pas plate, il faut utiliser PostGIS. Parce que là, avec PostGIS, vous allez même pouvoir choisir le modèle de projection de points que vous voulez, parce qu'en général, on travaille en 2D, mais c'est pas de la 2D, une sphère. Et donc, Mercator, c'est pas forcément, si vous faites une course jusqu'au pôle Nord, Mercator, vous allez jamais y arriver. Donc, il faut prendre un autre système de projection, etc., etc. Donc, quand on pose ce genre de questions-là, c'est un bon indice qu'il faut regarder PostGIS. Ouais, je vous en prie. D'autres questions? Eh ben, je crois qu'on est bon alors.